Le XXe siècle, c'est un siècle qui a été perdu pour l'humanité. On a eu tellement de mauvaises allocations de capital, tellement de morts, tellement de guerres à cause de la monnaie qui a été manipulée par l'État, qu'on est passé à côté d'un nombre d'innovations qui étaient juste hallucinants, quoi. Il y a beaucoup de choses durant la Révolution française qui vont créer en fait les grands mouvements collectivistes du 19e et ensuite malheureusement aussi ceux du XXe siècle ont été désastreux pour l'humanité. Comment t'expliques que la pensée marxiste et collectiviste a été si bien accueillie quasiment partout dans le monde ? C'est le manque d'éducation, d'ignorance en fait dans la population. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, le marxisme n'a pas muté dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologisme, le wokisme ? T'as autant de socialisme et autant de communisme que tu as de communistes et de socialistes. Chacun a sa propre vision de comment il faut faire les choses parce que chacun se pense assez intelligent pour pouvoir planifier la vie des autres individus. Ulrich, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu fais beaucoup de contenu sur Twitter, en fait, t'interagis beaucoup avec des socialistes, d'autres même personnes de courant libertarien, autrichien, et t'aimes bien développer les courants de pensée. Et en fait, tu t'appropries un peu la philosophie, la politique. Et il y a un sujet qui revient souvent, une idée, c'est le fait que souvent, tu vas parler avec des gens et ils vont te dire « Ouais, moi, la politique, je m'en fous ». Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que tu leur parles que toi, ça t'est important. Et tu remarques que même s'ils s'en foutent, d'une certaine manière, ils répondent quand même à toute une grille de lecture de la vie, de la politique, que tu peux, toi, attribuer quand même à un courant en particulier. Eux, ils ont beau dire « Voilà, mais ça m'intéresse pas ». La politique, déjà, s'intéresse à eux parce qu'elle va les taxer. Au final, ça va influencer leur vie. Et en plus, eux adoptent une certaine méthode de pensée. Et plus largement, ce qu'on a remarqué, et puis tout le monde, beaucoup de grands penseurs le disent, ça vient pas de nous, et on en a parlé notamment avec Damien Tellier aussi, c'est que, en fait, c'est pareil plus largement pour la philosophie. Même si tu t'intéresses pas à la philosophie, en fait, elle s'intéresse à toi. Et si tu veux pas y penser, il y a un moment donné, soit tu te radicalises dans une sans même t'en rendre compte, soit, pire que ça, en fait, t'es juste une sorte de poubelle à philosophie. Et en fait, en fonction de ton regard, de la situation dans laquelle t'es, de si t'es avec tes parents, tes amis ou quoi, d'un coup, tu vas être un marxiste, un libéral, un conservateur, un enculé. En fait, ça dépend du moment. Et je trouve ça super important et j'aimerais qu'on creuse ce sujet-là et qu'on voit en fait surtout les deux aspects fondamentaux de pensée qu'il y a entre le marxisme et les écoles autrichiennes, qui pour moi sont vraiment les deux courants qui ont le plus qui ont développé un système de pensée le plus profond et structuré et bien organisé, quoique pour le marxisme. En tout cas, ça a réussi à influencer beaucoup d'endroits sur Terre, et j'aimerais savoir pourquoi il y a un système de pensée où tu finis dans le goulag et il y a des millions de morts, et dans un autre, t'as l'impression que plutôt tu t'enrichis, même si eux vont dire le contraire et qu'on va détruire la planète et tout. C'est chargé comme sujet. Oui. Je sais pas par où tu veux qu'on commence. Peut-être déjà définir en fait c'est quoi une philosophie et comment, et l'épistémologie en fait, ce truc qui est le plus important, qui permet de définir qu'est-ce qu'est une connaissance, un savoir, et comment tu vas rechercher du savoir. Ouais, totalement. Alors c'est vrai que t'as bien brossé déjà un peu le contexte actuel qui est celui de la France, mais aussi celui de beaucoup de pays en Europe occidentale. C'est justement avoir des pays qui sont très étatisés, très socialistes, et du coup en fait ça va déteindre de manière assez certaine sur les individus. Et en effet, c'est quelque chose dont il faut s'en intéresser, parce que les individus, ils sont très influencés par ça, et de manière des fois intuitive en fait, ils vont penser que c'est la bonne manière de voir les choses, c'est la bonne manière justement de mener leur vie, alors que c'est absolument pas le cas. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique, par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Saifedean Ammous, qui a réalisé la trilogie L'étalon Bitcoin, L'étalon Fiat et Principes économiques, vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme deux livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars
et l'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres ou en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'orange peel et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. Et pour répondre à ta question sur justement ce que je pense qu'on va en parler pendant un petit moment, sur la différence entre ce que va pouvoir dire un économiste autrichien sur l'approche de la science, surtout la science économique, et ce que va pouvoir dire alors un marxiste, mais aussi un collectiviste en fait en général sur l'approche de l'économie. On a vraiment deux paradigmes totalement différents, on a vraiment deux approches de la science économique, de la philosophie politique qui sont radicalement différents, parce qu'à la base du tout, les deux ne sont absolument pas d'accord sur le sujet d'étude en fait. Et quand tu prends l'approche épistémologique, c'est ça en fait. C'est à partir du moment où tu vas considérer que ton sujet d'étude, c'est soit un individu libre, imprévisible, qui va vouloir faire sa vie, bah, du coup tu vas pas forcément approcher la science économique de la même manière que si tu vois, à contrario, l'individu comme une sorte d'atome interchangeable. Et du coup... Voilà. Quand tu l'as dit sujet, tu parles pas, est-ce qu'on parle de, je sais pas, d'écologie, de bâtiments, ce genre de choses. Là, en fait, tu parles de, à partir de, c'est qui a interagi, en fait, c'est ça, Ouais, c'est ça, ouais. C'est qui que tu vas étudier. Ouais, totalement. Par exemple, si tu te mets dans un épistémologie sur l'étude de ton sujet, c'est-à-dire si jamais t'es un scientifique dans ton laboratoire, que tu vas étudier par exemple les atomes, ou si t'es un astronome, tu vas étudier justement l'orbite des astres dans l'espace, en fait, ton sujet d'étude, il est essentiel parce que si tu te mets dans la science, on va dire naturelle, la science dure, à partir du moment où ton sujet d'étude, dans un contexte donné, tu peux le prédire justement son mouvement futur, t'es pas du tout sur la même approche épistémologique que si jamais tu admets que ton sujet d'étude, c'est un individu qui peut être libre, qui peut justement se mouvoir comme bon lui semble, et que toi, tu ne peux pas en fait répliquer en laboratoire des actions passées pour prédire justement les actions futures. Parce qu'il a une volonté propre. Exactement, il a une volonté propre, et ça, c'est en économie, c'est vraiment ce qui va différencier justement l'école économique autrichienne et du coup tous les grands mouvements qui vont, alors marxistes, mais pas seulement que marxistes, tous les grands mouvements économiques qui vont en fait vouloir coûte que coûte appliquer à la science économique la même méthodologie qu'aux sciences naturelles. Tu parlais de marxisme, c'est vrai que Marx a beaucoup détaillé ça dans son matérialisme dialectique par exemple. Tu vas avoir aussi même l'économie, la macroéconomie actuelle, l'économétrie, ou les néo-keynésiens, les Keynes, etc. Eux, ils avaient en fait la même approche positiviste. C'est-à-dire que eux, ils pensaient que l'individu pouvait être pris tel quel, interchangeable, et que du coup on pouvait prédire justement plein de choses sur l'économie. Enfin, on peut plonger dans le cœur du sujet parce que c'est vraiment très très dense quoi. Ok, donc juste pour résumer, donc eux ils arrivent à essayer, ils prétendent mettre en équation les comportements humains et anticiper l'avenir. Ce que tu nous dis, c'est que selon les méthodologies autrichiennes, c'est pas possible. Ouais. On peut pas le formaliser sous forme d'équation. Non. Alors c'est que, si on met vraiment un focus, si on met vraiment un focus sur l'école économique autrichienne, pour vraiment expliquer comment eux voient les choses en économie, l'école économique autrichienne, donc c'est un vieux courant de pensée qui date de la fin du 19e siècle, qui a commencé avec Karl Menger, donc un économiste autrichien qui est de Vienne, qui a en fait en 1871, il a publié un livre, son œuvre majeure en fait, que les principes d'économie politique. Dans ce livre-là, en fait, il va mettre en avant plusieurs grandes nouveautés en économie. Et surtout, en fait, il va introduire la notion de subjectivisme en fait dans l'économie, avec justement sa théorie marginaliste. C'est-à-dire qu'en fait, les individus, de manière subjective, selon Menger, ils vont en fait valoriser les biens différemment par rapport à l'utilité que le bien va leur apporter. Et le marginalisme, en fait, c'est ça, c'est que l'individu face aux biens qui sont présents dans le marché, et par rapport à ses besoins, il va accorder une valeur différente à ces différents biens, et même d'ailleurs aux mêmes biens en fonction de comment un bien supplémentaire va lui servir. Et ça, c'est radicalement différent parce que, par exemple, si tu prends la révolution marginaliste de Menger,
qui est d'ailleurs contemporaine de celle de Walras et de Jevons, en fait, eux, ils vont totalement briser l'économie classique telle qu'on pouvait entendre à cette époque-là, et surtout l'économie marxiste, en fait, qui était très en vogue à la fin du 19e, parce que quand tu prends Marx ou quand tu prends les autres économistes classiques qui l'ont précédé, comme Ricardo, comme Smith, etc., eux, ils étaient encore très attachés à une vision très objective, en fait, de la valeur, et aussi, du coup, à une vision très quantitative, très mesurable, purement objective de comment est-ce qu'on va pouvoir accorder une valeur à un bien dans le marché. Et ça, c'est important parce que du coup, quand tu vas t'inscrire dans ce type de pensée-là, en fait, ça va beaucoup influencer la manière dont toi, tu perçois les acteurs économiques dans le marché et comment tu vas penser que les acteurs économiques, eux, ils vont interagir. Donc là, quand on va introduire en économie autrichienne, à partir de 1871, le subjectivisme, là, on a une rupture, en fait, assez nette qui va se mettre en place. Et à l'époque de Menger, là où ça commence à être révolutionnaire, alors Menger l'évoque, il tourne autour du sujet sans forcément mettre le doigt dessus. Ce sera Ludwig von Mises qui va mettre le doigt dessus vraiment une bonne fois pour toutes, quelques années plus tard, en développant le système de l'action humaine. Mais en fait, Menger, il disait que lui, de toute façon, les individus valorisent de manière subjective les biens par rapport à leurs besoins. Et du coup, il parlait d'une approche atomistique, en fait, de l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les individus, c'est vraiment ça qui va, à partir de ça, où le processus économique va débuter. Et d'ailleurs, Menger il disait qu'en fait, l'individu, c'était à la fois le début et la fin du processus économique. C'est comme ça, en fait, que les choses se passent. Et il disait que l'économie, c'est avant tout ça, en fait, c'est un processus atomistique où il y a plein d'individus qui interagissent, et c'est ça. Et après, plus tard, donc tu as Ludwig von Mises, qui lui va formaliser ça, verbaliser ça, théoriser ça avec l'action humaine, donc la praxéologie. En fait, il va dire qu'il y a une seule vérité, un seul axiome indéniable en économie, c'est justement l'action humaine. Et l'action humaine, ça dit quoi ? C'est que l'homme agit. Et ça, c'est radicalement différent d'une approche collectiviste comme celle qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme agit ? Alors, l'homme agit, alors ça, c'est une très bonne question. C'est au final c'est extrêmement simple à comprendre, mais c'est aussi compliqué à comprendre parce que quand tu admets en fait le principe de l'action humaine, tu fais aussi une croix sur ton ego, c'est-à-dire sur ta volonté un peu de la raison de devoir contrôler les autres êtres humains. En fait, quand tu dis que l'homme agit, ça veut dire en fait que l'homme dans sa vie, il aura une action qui va être tournée vers le futur. C'est-à-dire qu'en fait, l'action humaine, elle dit simplement que l'homme va agir pour en fait rendre plus satisfaisante une situation qui ne l'est pas. Donc c'est par exemple quand tu vas acheter un bien, du coup tu vas agir pour améliorer ta situation actuelle par une situation future qui le sera plus. Et en fait, tous les hommes font ça, tout le temps dans l'économie. On est en train de le faire ensemble actuellement, en train de discuter de ça. Et quand les économistes autrichiens vont mettre justement en place cet axiome, c'est-à-dire que l'homme va agir et son action sera tournée vers le futur, donc forcément subjective par rapport à ses besoins. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand tu dis ça, en fait, tu prends une base épistémologique de l'approche du processus économique qui est radicalement différente d'une approche, par exemple, économétrique ou macroéconomique, où tu vas avoir une vision plutôt top-down, en fait. Tu vas dire que les agents économiques sont influencés par des grands mouvements d'allocation du capital, etc., où ce sont uniquement des allocateurs, des homo economicus qui sont tout le temps rationnels, objectifs, etc., alors ce qui n'est absolument pas le cas. Et quand tu prends vraiment la vision inverse autrichienne, bottom-up, et là, du coup, tu comprends, en fait, que il n'y a pas des atomes, en fait, en économie, c'est que des individus qui agissent subjectivement par rapport à eux-mêmes, par rapport à une situation qu'ils veulent améliorer, quoi. Et tu peux peut-être juste nous expliquer peut-être ce que c'est qu'un axiome, pourquoi c'est un axiome, et en quoi c'est pertinent de construire un système de pensée à partir de ça, du coup. Ouais, tout à fait. C'est vrai que l'approche axiomatique, elle est très importante en théorie parce que en fait, en science, tu as deux manières de commencer un raisonnement. Soit tu vas le commencer de manière empirique par l'observation et du coup, tu vas en découler des grandes lois. Ou soit tu peux commencer en fait à l'inverse, donc avec une approche, on va dire, a prioriste. C'est-à-dire tu vas d'abord commencer, tu vas avoir un raisonnement qui va être déductif, c'est-à-dire tu vas passer tu vas prendre quelques grands principes qui sont indéniables et tu vas commencer à bâtir tout un raisonnement, tout un système de pensée là-dessus. Ça, c'est le choix que vont faire les économistes autrichiens avec l'action humaine, ce qui est radicalement différent de, par exemple, l'économiste keynésien qui lui va prendre l'approche observable, quantifiable, etc. Et juste pour faire un parallèle, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que les keynésiens ont plutôt une approche de la même façon qu'on appréhende les sciences physiques. Ouais.
Et les Autrichiens, c'est plus comme une science mathématique. C'est-à-dire que les maths, on les fonde sur des axiomes. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Bah, t'as plein d'axiomes qui existent en mathématiques, hein, les axiomes de Peano, les axiomes d'Euclide, etc. en géométrie. C'est par exemple tout simplement dire que si on prend Euclide, hein, c'est voilà qu'une droite passe toujours par 2 points, que deux droites parallèles se croiseront jamais. Bah, ce sont des principes de base qui sont tellement évidents qu'on va pas par la science les démontrer à chaque fois qu'on fait un raisonnement. Et on n'a pas besoin de les observer parce que de toute façon, c'est intuitif. Exactement. Alors que par exemple, si tu refuses, par exemple, si tu veux t'engager dans le processus, dans l'étude de la géométrie euclidienne, mais vraiment avec une approche observable, empirique, et ben en fait, tu seras obligé à chaque fois de démontrer qu'une droite passe toujours par 2 points. Okay. Ce qui est en fait absurde. Et donc, si on en revient à l'action humaine, pour contredire l'action humaine, tu es obligé d'agir. Ouais. Donc c'est une contradiction performative, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc en effet, parce que l'action humaine, l'homme agit toujours dans un but. Hein. Si toi tu veux nier l'action humaine, ben en fait tu agis dans le but de la nier. Et c'est en effet en science ce qu'on appelle une contradiction performative. Une contradiction performative en fait ne fait que valider l'axiome de base. Okay. Et c'est aussi comme ça, grâce à la contradiction performative, qu'on arrive aussi à valider que l'axiome est vrai. Donc c'est super important, tout à fait. Et tu disais que c'était associé aux sciences physiques, tout ce qui était l'étude a posteriori, c'est ça? Ouais. Empirique. Mais en fait, tu le vois aussi quand même avec des chercheurs comme Einstein, qui en fait faisaient des expériences de pensée et qui en découlaient après des lois. Du genre, tu sais, il faisait ses schémas, il disait, bah voilà, la lumière devrait se comporter de cette manière, et donc tu peux en déduire que ça se passe ainsi. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que quand même dans les mathématiques que ça se passe comme ça. Ouais, ça j'en parlais avec Pantamis hier, on parlait justement des axiomes en mathématiques, etc. Et du coup il disait que, en fait, l'axiome c'est intéressant parce que vu que c'est la base du raisonnement, tu peux aussi, dans certains cas, remanier les axiomes pour justement émettre d'autres hypothèses. Et ça, c'est super important. Tu peux pas le faire non plus tout le temps sur absolument tout, parce qu'en fait, sinon ton raisonnement, il est totalement abscon. Il ne marche en fait que dans un système où ton axiome est vrai, mais au-delà de ce système-là, il n'y a aucune logique en fait. Donc il ne peut pas s'appliquer au monde. Et ça, c'est très important parce que l'approche axiomatique, elle bat en brèche aussi tout ce qu'on peut voir par rapport au relativisme actuel en fait. Quand on va te dire, c'est très orwellien, quand on va te dire que 2 plus 2 égale 5. Ça, voilà, tu peux bâtir un raisonnement là-dessus. Tu dis que ton axiome de base, c'est justement 2 plus 2 égale 5, mais du coup, ce sera vrai uniquement dans le système de pensée dans lequel tu penses que c'est vrai. Par contre, ce sera pas vrai au global, quoi. Donc, c'est très particulier, quoi. Et tu disais que ce mouvement d'épistémologie autrichienne, de l'action humaine, était né avec Mises et Karl Menger, à peu près, et que c'était dans un contexte où les idées marxistes pullulaient, mais est-ce qu'au final ça n'a pas été une réaction à ça, ou en fait je le vois comme ça, mais en fait c'est des gens qui étaient assez pragmatiques et en fait il y a un trou là dans leur pensée, ça va pas du tout, et donc ils ont juste essayé d'expliquer ce que intuitivement tout le monde faisait et que quelques décérébrés avaient commencé à intellectualiser, qui commençait à se répandre dans la société, parce qu'au final on n'a pas eu besoin d'attendre que des mecs théorisent l'action humaine pour que la société marche et qu'il y ait des échanges, de l'économie, que les gens agissent. Ouais, c'est une super question parce qu'en effet, on n'a pas eu besoin d'attendre de théoriser l'action humaine pour que l'action humaine en fait elle soit observable autour de nous. Hein. C'est que quand tu prends les grands libéraux français du 19e siècle, là, avec Bastiat, avec Jean-Baptiste Say, en fait, eux-mêmes s'émerveillaient très souvent en fait du processus d'échange libre, d'échange volontaire dans l'économie, de comment les hommes en fait les uns avec les autres via l'échange, via la propriété privée, arrivaient en fait à faire tourner un pays, à nourrir des villes entières comme Paris, sans qu'il y ait une autorité centrale en fait qui intervienne. Et en fait, eux, ils pressentaient la chose. En fait, ce principe que l'intérêt personnel, justement cette action humaine, est bénéfique à tous, ça ils le sentaient, mais ils le formalisaient pas comme ont pu le formaliser les économistes autrichiens après eux. Quand tu prends par exemple Frédéric Bastiat, lui il parlait d'une sorte de providence divine en fait.
qui justement animait l'être humain pour justement faire voilà que son intérêt personnel le fasse avancer dans la vie, le fasse échanger avec d'autres, etc. quoi. Et après, quand tu prends vraiment les économistes autrichiens, eux, leur force a vraiment été de venir dans le game économique de l'époque et de tout plier en théorisant le subjectivisme, en théorisant le marginalisme et en théorisant justement le principe de l'action humaine. Faut bien s'imaginer, quand tu prends tout à l'heure, je parlais de Menger, c'est Principes d'économie politique. C'est un bouquin qui a été écrit en 1871. Donc en effet, on est à l'époque, faut bien se remettre dans le contexte. On a la fin de la guerre franco-prussienne, on a les idées marxistes et socialistes aussi. C'est très important de se répandre en Europe. Mais t'as pas uniquement que ça, parce que t'as aussi, par exemple, en Allemagne, donc le jeune empire allemand de l'époque, t'as tout un mouvement qui est assez similaire. En fait, tu vas faire une lecture très historiciste, très matérialiste, très institutionnelle de l'homme, qui est en fait le courant historiciste allemand de Gustav von Schmoller. Et au final, dans l'Europe de l'époque, c'est-à-dire que en 1871, on arrive à une sorte d'impasse intellectuelle économique, c'est-à-dire que tous les grands mouvements un peu comme ça, toutes les grandes forces montantes, elles sont toutes teintées d'idéologies collectivistes, que ce soit les marxistes, les historicistes allemands, les nationalistes, etc. Et en final, le seul mouvement un peu libéral, c'est-à-dire le libéralisme à l'anglo-saxonne, lui quand même commence à perdre de vitesse. Et c'est ça justement le contexte de l'époque, et c'est ça qui est très important de savoir, c'est que quand tu vas prendre par exemple Karl Menger et quand tu prends deux de ses élèves qui sont Friedrich Weisser et Eugen von Bauwerk, eux-mêmes le disent assez bien, c'est que avant que Menger arrive pour plier le truc, eux-mêmes en fait ils étaient en tant qu'étudiants, en tant qu'économistes, en fait ils arrivaient en fait à une époque où on avait l'impression que tout a été dit et que tout avait été en fait fini par Marx. Et du coup il y avait une sorte la pensée économique était très mortifère à l'époque, c'est-à-dire que moi on peut pas, en fait, c'était assez triste apparemment quand tu les lis. Et vraiment, Menger, il a vraiment redonné un nouveau souffle. Et là, ça a permis aussi à toute une nouvelle génération de naître et de révolutionner la science économique. Mais si tu veux, c'est pas Menger, il s'est pas dit, je vais faire ça contre les marxistes. Okay. Menger, il a vraiment théorisé sa vision de l'individu, du marginalisme, sans forcément d'ailleurs attaquer il était très critique du marxisme forcément, mais il n'a pas fait contre eux. Par contre, il y a eu une grande querelle avec les historicistes allemands, donc l'école de Schmoller, où justement, eux, les historicistes allemands, donc, avaient une vision très collectiviste, très nationaliste, en fait, de l'allemand. Peut-être nous expliquer l'historicisme, parce que je pense que c'est le fondement de toute la pensée marxiste. Exactement, c'est vrai que l'historicisme, on le retrouve dans la pensée marxiste, on le retrouve aussi dans la pensée allemande nationaliste de l'époque, de la fin du 19e, et on le retrouve d'ailleurs même encore aujourd'hui, on a plein de courants comme ça qu'on va appeler du pluralisme méthodologique, en fait, c'est pour expliquer ça de manière très simple, c'est que on va penser en fait que l'homme est tout simplement le produit de son histoire, le produit de sa société, le produit de son corps social. Et tu vas en fait pouvoir faire une lecture de l'histoire uniquement comme ça. C'est-à-dire que si au Moyen-Âge, on agissait de telle ou telle manière, c'est pas parce que l'être humain essayait d'améliorer sa condition, c'est juste que parce que du coup le système féodal faisait que, etc. Donc du coup en fait on répliquait de manière assez simple ce que nous disaient de faire les institutions, quoi. Et donc par exemple c'est comme ça que Marx va lire la lutte des classes, et il va tout simplement lui dire que la lutte des classes de manière historique, c'est toujours justement cette grande lutte entre le capital et les opprimés, que du coup en fait d'époque en époque du coup il y a toujours cette lutte qui va avoir lieu dans différents contextes historiques qui sont propres justement au contexte, mais du coup il y a toujours cette lutte qui a lieu. Et après en plus quand tu vas adopter cette vision un peu historique de l'homme dans l'idéologie marxiste, tu vas avoir en fait une sorte de linéarité de l'histoire, donc un début, une fin. Et ça c'est très particulier parce que tu vas essayer d'objectiver justement comment l'histoire se déroule et comment du coup les luttes des corps sociaux vont aboutir en fait, alors soit à la dictature du prolétariat, soit ensuite du coup au communisme parfait. Et pour les historicistes allemands, c'est la même chose, c'est que en fait ils vont faire une lecture historique institutionnelle par exemple de l'homme, en disant voilà, il y a toujours cette vision du haut vers le bas qui va s'imposer à l'individu. Et c'est comme ça par exemple qu'on a eu aussi les pires saloperies nationalistes qui ont été mises en place en fait à la fin du 19e siècle et qui ont mené en fait à la Première Guerre mondiale en 1914. Si tu prends par exemple les nationalistes de l'Empire allemand de l'époque, donc avec Schmoller, on est quand même sur des personnes qui en fait eux vont juste
ils vont avoir une seule envie, c'est de prouver de manière empirique et observable que l'Empire allemand, c'est en fait l'apogée de ce que peut faire de mieux en fait l'Europe. C'est-à-dire que les Allemands sont mieux organisés que les autres. Les Allemands ont un système qui est bien supérieur au libéralisme à l'anglo-saxonne. Ils ont un système qui est bien supérieur aux principes libéraux des Français, etc. Et en fait, ils vont faire une lecture historique institutionnelle de leur pays pour justement prouver que leur pays est le mieux organisé. Il organise mieux, par exemple, la vie des individus. Les individus sont que des rouages, hein. D'ailleurs, dans ce système-là, il faut lire par exemple un conseil de lecture, c'est La route de la servitude de Friedrich Hayek, où justement quand il va prendre les origines collectivistes du nazisme par exemple, en fait il va remonter très très loin et il va se dire justement que en ayant cette vision de l'homme depuis très 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 longtemps en Allemagne, du coup tu vas légitimer justement un corps de fonctionnaires, le Binnenstaat, hein, qui va vraiment avoir une emprise assez folle sur la vie des individus. Tu vas aussi avoir quelques grands principes qui seront repris plus tard, comme le Volksgemeinschaft, hein, donc la communauté du peuple, qui sert uniquement l'intérêt de l'État. Et ça, c'est une vision qui est très 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 particulière en fait de l'individu. Et c'est la même vision en fait qu'on pourrait avoir aujourd'hui en économie keynésienne, par exemple. En fait, tu vas à l'époque un marxiste ou un nationaliste allemand, en fait, ils vont juste vouloir prouver par l'observation de la donnée, donc la compilation de données empiriques historiques, hein, que justement leur système est le meilleur. Et en voulant prouver ça, ils vont totalement devoir nier l'individu, parce que c'est pas l'individu qui fait le système, hein, c'est les institutions, et ça va mener malheureusement à la pire vision de l'homme possible, et du coup aussi malheureusement à des guerres, quoi, de supériorité. Et il parle souvent de matérialisme, de marxisme matérialiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est cette idée en fait que ton environnement te produit, c'est que c'est le monde matériel qui produit l'humain tel qu'il est. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Okay. Et en fait, c'est matérialisme plus historicisme. Ça fait la pensée marxiste, c'est que c'est ouais, et puis en plus alors il y a ça, puis il y a aussi une partie de la pensée de Marx qui est super importante en fait. C'est tout ce qui est lié en fait à la production, donc à la propriété des moyens de production, et justement comment cette propriété des moyens de production, du coup le côté très matérialiste en fait, comment ça va influencer aussi il va pas parler d'individus Marx, mais il va justement parler des classes en fait qui vont s'affronter les unes les autres, hein. Et justement dans la vision matérialiste marxiste, t'as justement tout cet aspect qui est très très lié en fait à la production et à la propriété justement des moyens de production. Et quand tu fais cette lecture là, que forcément il y aura toujours des luttes entre les classes depuis depuis au moins la préhistoire ou au moins le Moyen-Âge pour Marx, hein, et en fait tu enfermes l'individu t'enfermes la société dans des conflits interclasses, hein, qui sont uniquement fondés sur des causes matérialistes qui sont en fait la propriété des moyens de production, quoi. Et ce que tu dis, du coup, c'est assez intéressant parce que si on essaye de faire un pas de côté et de se placer, nous, en tant qu'êtres humains du quotidien qui essayons de vivre une vie heureuse, ce que tu dis, c'est assez horrible. Parce que ça veut dire que si tu adoptes une philosophie marxiste, en fait, tu vas avoir une vie de merde. Parce que imaginons que tu nais dans ce qu'il va qualifier de prolétaire. Donc aujourd'hui, ça va être une classe moyenne inférieure, quoi. En gros, ce qui t'explique, c'est que tu pourras pas t'extraire de ta condition. Donc en fait, tu es quand même condamné d'une certaine façon jusqu'à ce que la providence arrive, selon ses théories, à rester de merde. En fait, pour lui, il peut pas y avoir un ascenseur social. Alors il y a un déterminisme quand même qui est assez profond dans la pensée marxiste. Après, est-ce qu'il y a une sorte d'existentialisme, où justement tu peux t'extraire de ta condition et aller vers une autre classe sociale, etc. Je pense quand même qu'il théorisait ça, qu'il y avait justement des mouvements interclasses qui étaient possibles, hein, justement aussi avec cette notion de renouvellement des élites qui je crois, alors si je dis pas de bêtises, qui est aussi présente dans la pensée marxiste, hein. Mais il garde quand même une lecture qui est très très déterministe de l'homme, et en effet une lecture déterminée justement par le côté matériel et social. Ouais. Mais moi j'ai pas du tout la même compréhension. Pour moi, justement, tout ça c'est pour justifier la révolution en fait. Oui, c'est de passer d'une classe dominante à dominer quasiment. Ouais, tout à fait, mais après dans la vision historique de Marx, t'as aussi ces classes de dominants-dominés, en fait elles changent, elles mutent, hein, dans le sens où en fait la propriété des moyens de production va pas forcément être tout le temps la même propriété de la même classe. Tu peux avoir les aristocrates, tu peux avoir, si tu remontes assez loin dans la pensée marxiste, hein, tu peux lire tout depuis l'Antiquité, hein. Avant c'était les patriciens romains, après t'es passé sur les seigneurs, donc les aristocrates du Moyen-Âge, après ce sont les bourgeois qui sont accaparés, etc. Mais en fait t'as toujours cette même dynamique de lutte entre les pauvres et les riches, quoi. Et même si les riches, les détenteurs de capitaux changent, il y aura toujours ce duel de classe en fait qui aura lieu, quoi. Mais
Parce que la pensée marxiste arrive au moment où la révolution industrielle est déjà bien avancée. Il y a un capitalisme qui se développe plutôt bien. Et donc, eux, c'est ma lecture, hein, mais ils expliquent le passé, comment, avec cette grille de lecture matérialiste, historiciste, et ils essayent d'expliquer que voilà, il faut que tu prennes, que chaque classe, en tout cas que le prolétariat prenne une conscience de classe pour pouvoir faire bouger l'histoire, pouvoir faire révolution. C'est ça. Et donc, ce courant de pensée, il marche que à cet instant précis quasiment. Parce qu'en fait, tout le reste, pour moi, c'est une sorte d'histoire qu'on se raconte pour expliquer pourquoi on en est arrivé là, et qui matche bien, et qui arrive à convertir des gens, comme un peu une religion, et ensuite, après, pour faire la révolution. Ouais. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'en plus, il a besoin de se mettre à jour le logiciel parce que ça n'avait pas marché. Bien sûr, mais ça c'est le problème, c'est que ça marchera jamais, parce que déjà même à l'époque de Marx, justement quand on lui demandait comment est-ce qu'on passe du capitalisme justement au communisme, en fait il disait oui, mais en fait il va tout simplement dire, la vision très linéaire qu'il avait de l'histoire, c'est dire en fait que l'apogée naturelle du capitalisme, en fait ça serait le socialisme, c'est-à-dire qu'en fait quand le capitalisme sera arrivé à un tel stade d'avancée, en fait les gens, on va transitionner de manière assez rapide vers le socialisme, et après du coup, alors ça l'a pas empêché aussi d'ailleurs d'avoir quelques contradictions dans la pensée de Marx, de aussi de défendre la révolution du prolétariat, quoi. Donc il y a un peu cette double lecture de l'histoire qui est assez contradictoire d'ailleurs chez Marx, c'est à la fois dire que de toute façon la suite naturelle des choses après le capitalisme c'est le socialisme et le communisme, par contre il faut quand même faire la révolution. Alors par contre que si tu crois à la lecture linéaire de Marx, en fait t'as pas besoin de faire de révolution, parce que naturellement en fait l'histoire est linéaire, et la fin de l'histoire ça sera le communisme en fait. Et après, faut aussi se dire une chose, c'est que ça que Marx, à l'époque où lui il a théorisé ces grands principes-là, dans la pensée politique, dans la pensée collectiviste, socialiste de l'époque, faut aussi se dire une chose. Voilà, c'est que Marx, lui, il vient après les socialistes utopistes en fait français du début du 19e siècle, qui était une branche qui était très très particulière aussi, qui eux avaient vraiment une vision mais très très utopique, idéaliste en fait du socialisme et des rapports justement entre les individus dans ce système-là. Et Marx, ça a pas un nom différent chaque fois je les entends parler. Le communisme, les premiers communistes là. Ouais, alors Ah non, en fait je parle d'encore autre chose. C'est à des moments il mentionne aussi les premiers communistes qui étaient dans les tribus. Le proto-communisme. Primaire ou je sais pas quoi. D'accord, le proto-communisme et tout. C'est différent. C'est encore une autre chose. Ouais. Parce que ça a émergé un peu presque à la Révolution française. J'ai fait des recherches là-dessus. Il y avait Babeuf et tout, qui est souvent tout à fait, qualifié d'être le premier communiste selon même Marx. Gracchus Babeuf, c'est vraiment le premier communiste, proto-communiste en fait, qui lui a justement commencé à parler la collectivisation des moyens de production, la propriété privée, etc. Donc c'est le proto-communiste qui a commencé à mettre sur le papier. D'ailleurs, la Révolution française a malheureusement été la pionnière de pas mal de trucs à la con comme ça. Donc que ce soit le communisme, mais même aussi la vision un peu totale de la société, un peu totalitaire en quelque sorte de l'individu, la liberté ou la mort, l'être suprême, la fin de Dieu, le règne de la raison, etc. En fait, il y a beaucoup de choses durant la Révolution française qui vont en fait mener, légitimer, créer en fait les grands mouvements collectivistes du 19e, et ensuite malheureusement aussi ceux du 20e siècle ont été désastreux pour l'humanité. Mais tu retrouves beaucoup de choses dans la Révolution. Et j'ai l'impression là comme ça me vient, mais que c'est un peu en corrélation avec le fait qu'on renie l'Église, et on renie en fait une sorte de paradis après la vie, et qu'en fait on veut d'un coup amener le paradis sur terre, et qu'on exige que en fait on n'attende pas la mort, mais qu'on puisse avoir ce monde parfait sur terre aujourd'hui. Là tu plonges même dans le spirituel et le religieux, mais c'est vrai que la grande différence par exemple entre un chrétien de l'époque et par exemple un républicain, un révolutionnaire, c'est qu'il y a cette différence en fait déjà où de comment est-ce que tu vas placer l'homme en fait dans le cosmos, dans l'univers, dans le sens où est-ce que l'homme c'est sa propre finitude, ou justement est-ce que la vie sur terre pour l'homme est-ce que c'est uniquement un passage vers un autre monde
monde qui serait en fait le paradis, le royaume des cieux, là où justement où pour un chrétien c'est là où peut résider la perfection, parce que ça fait forcément voilà, avec Dieu, quoi. Par exemple, quand tu vas avoir une autre grille de lecture, tu vas penser, en effet, alors très souvent ces mouvements collectivistes sont athées, et ça c'est pas pour rien, parce que du coup ils vont penser naïvement et avec beaucoup d'arrogance en fait que la raison humaine elle-même peut faire de la terre un paradis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de croire à un Dieu c'est l'opium du peuple, etc. Et ils vont dire qu'on peut directement faire le paradis sur terre. Et en partant de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on peut abattre toutes les inégalités, on peut abattre toutes les traditions qui paraissent injustes, etc. On va en fait avoir les pires atrocités qui vont être faites dans ce nom-là, quoi. Ça c'est. Et moi, je voulais revenir sur un point que tu disais tout à l'heure. J'ai envie de me faire l'avocat du diable et de me mettre du côté de Marx. Tu parlais d'une forme de linéarité que le capitalisme mènerait au socialisme naturellement. Bon, bien qu'il ait eu cette contradiction de faut faire la révolution, mais en fait ça doit arriver tout seul. Bon. Est-ce qu'il a quand même pas raison d'une certaine façon, et ça c'est un peu la thèse de Schumpeter dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, de dire que en fait aujourd'hui on tend vers le socialisme. En France, si on prend le cas français par exemple, je pense qu'on peut dire sans prendre trop de risques qu'on est socialiste. Alors pas au sens de Marx, dans le sens où les moyens de production sont privés, si on peut encore appeler ça privé, mais au final, est-ce qu'il a pas raison, et est-ce que d'ici 10 ou 20 ans, on sera pas dans le socialisme ou le communisme parfait ? Non, c'est en fait, il a absolument tort, parce que si on revient au tout début de ce qu'on disait, l'action humaine en fait. L'homme est libre, l'homme est imprévisible, et à partir de ce moment-là, quand tu acceptes ce prémisse-là en économie, tu peux pas accepter que l'histoire en fait elle est linéaire. Tu peux pas accepter qu'il y ait une sorte de grande main invisible qui va mener tous les êtres humains, tous les individus vers en fait un but et une fin qui est déjà prévu de base. D'ailleurs, c'est une vision un peu presque spirituelle de l'économie de penser ça, tu vois, même de l'histoire. Donc tu peux pas, en fait, à partir du moment où tu crois en l'individu, tu peux pas avoir en fait ce genre de lecture. Et après, il faut se dire aussi une chose, c'est que l'histoire n'est pas linéaire, l'histoire peut être aussi cyclique, et tu peux avoir des phases comme ça de montée, par exemple du socialisme en Europe, et on sait pas, dans 30 ans, ça se trouve, ça va retomber. Ça, si tu prends par exemple, je prends un exemple qui est connu aujourd'hui dans ceux qui s'intéressent à ces idées-là, c'est l'Argentine. Tu vois, l'Argentine, ils ont été bloqués dans le péronisme, le socialisme depuis les années 50 avec Perón, et on pourrait se dire, bah là, eux, ils ont atteint le summum du socialisme, et que du coup, bah là, la marche logique après coup, ça va être le communisme, le monde parfait. Mais non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, t'as eu un individu, donc voilà, action humaine, un gars. Comme je pense on en fait rarement dans l'histoire, un Javier Milei qui s'est présenté, qui a remporté le scrutin, et qui du coup en fait inverse totalement cette linéarité, si tu veux, de supposer de l'histoire, quoi. Mais du coup, là ce que tu touches un peu du doigt, c'est ce que les marxistes ou les communistes vont nous reprocher, c'est qu'ils vont nous dire oui mais regardez, c'était pas du vrai communisme parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Au final, c'est qu'à chaque fois, et c'est du coup là où il y a une contradiction chez eux ou un non-sens, c'est que justement, en fait, quand on met en place leur socialisme et qu'on le pousse à bout, en fait, on peut pas atteindre le communisme parce que tout le monde crève la dalle, et qu'en fait, il faut commencer à reproduire de la richesse. Ouais, ça c'est le problème justement des communistes et des socialistes. En fait, c'est même d'ailleurs le problème de leur système de pensée au global, c'est que tu as autant de socialisme et autant de communisme que tu as de communistes et de socialistes. C'est-à-dire en fait chacun a sa propre vision de comment il faut faire les choses, parce que chacun se pense assez intelligent pour pouvoir planifier la vie des autres individus au-delà de leur propre vie à eux, et au final quand ils vont voir que leur copain communiste a lui-même eu la même idée, tu vois, sauf que du coup ça s'est forcément heurté au réel, parce que les individus vont pas se plier à justement la volonté d'un autre individu sans rien dire, et que c'est tout le temps ça en fait l'histoire, c'est que l'action humaine se heurtera toujours à une autre action humaine si du coup tu as l'injustice de la coercition, et si entrave la liberté et la propriété d'autrui. Ça, c'est la constante totale en fait de l'histoire du communisme. Et peu importe la variété de communisme, de socialisme, de nationalisme, de nazisme, de fascisme que tu vas mettre dans la vie des individus en face de toi, à partir du moment où ton projet politique personnel à toi entrave la propriété et la liberté d'une autre personne, il y aura justement ce clash. Et ce clash, soit il va faire en sorte que ton projet à toi s'arrête et que toi tu retournes on brise ton ego et tu retournes un peu dans ta case où en gros voilà, tu peux pas imposer ton projet à tout le monde, ou soit du coup tu arrives d'une manière ou d'une autre politiquement à dépasser ça et du coup à essayer d'imposer à l'autre justement ta vision des choses, et quand tu vas vouloir faire ça, bah tu vas encore buter sur d'autres obstacles pardon.
les gens vont se casser, donc tu auras une fuite des capitaux, tu auras une fuite des individus, etc. Et toi, tu vas toujours t'enfermer dans ton projet, et du coup, tu vas vouloir contrôler les capitaux, tu vas vouloir contrôler les individus, et après, à un moment donné, tu vas, les individus, en les contrôlant, tu vas aussi vouloir les rééduquer, parce que leur faire mettre dans leur crâne ce que toi tu penses. Et au final... Et donc on construit des camps. Exactement, en fait. Et à partir du moment où c'est Ludwig von Mises qui disait que chaque socialiste est un dictateur en herbe, mais c'est absolument ça, en fait. Chaque socialiste a dans sa psyché, en fait, une vision du socialisme qui pense être la meilleure. Et si tu prends même d'ailleurs deux socialistes ensemble, si tu leur poses des questions, ils sont même pas d'accord entre eux, tu vois, parce qu'ils sont persuadés que la vision du socialiste que l'autre a n'est pas forcément la bonne, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils vont te dire tout le temps que oui, c'est pas le vrai socialisme qui a été implanté, donc c'est pour ça que ça a fail. En fait, ce qu'ils te disent de manière implicite, c'est ce que la pudeur leur interdit d'admettre, c'est qu'en fait, c'est pas leur idée du socialisme qui a pas été implanté, donc c'est pour ça que ça marche pas, quoi. Alors qu'il est sûr et certain que si eux, dans leur délire, ils arrivent à implanter dans le réel ce qu'eux ils pensent, le résultat sera le même, quoi. Parce que du coup, ils refusent d'admettre ce principe d'action humaine que les individus sont libres, ils vont pas se plier comme par magie au projet que toi t'as, quoi. Donc, au final, c'est quand même assez simple, ça veut dire que on peut trier les gens, les gens humbles comme nous, et les gens qui ont un ego. En fait, il faut avoir un ego surdimensionné. Faut faire preuve d'un manque d'humilité, mais colossal. Ouais. Pour être socialiste. Manque d'humilité et ignorance aussi. Énorme ignorance dans le sens où. Ouais. Non, dans le sens en fait où tu. Ouais. Ouais, vas-y. Non, je voulais juste rajouter que c'est pas forcément un ego surdimensionné que toi tu as. Mais une confiance aussi surdimensionnée dans le fait qu'il puisse y avoir un individu ou un groupe limité qui sont en capacité d'avoir l'ensemble de la connaissance et de diriger des gens. Parce que j'ai déjà eu cette conversation avec des amis socialistes. Eh oui, on a une autre activité. Non, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes, ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Qui vont dire, qui vont invoquer genre le bon dictateur en gros. Que en gros il pourrait y avoir quelqu'un s'il a suffisamment de pouvoir pour et que on l'a bien choisi, ou que je sais pas, même aujourd'hui il a les technologies nécessaires genre l'IA, et qui sera capable de nous faire aller dans la bonne direction comme je sais pas, on trouvera en Chine ou Ouais, sur ça c'est un sujet encore, ouais, malheureusement avec l'IA et tout on peut avoir enfin une sorte de regain justement de ces idées un peu débiles sur la politique et tout. C'est vrai que pour comment dire, je sais même plus ce que je voulais dire. Non, mais par exemple, si tu reprends le socialisme tel qu'il est vu par certains, c'est en fait à partir du moment où pour toi l'individu il est interchangeable, tu vas pas justement accorder à l'autre sa propre capacité à planifier sa propre vie, bah justement tu dois le nier en fait, tu dois nier son individualité, sa propriété privée, et c'est pour ça que par exemple quand tu vas apprendre à un économiste autrichien, ou même par exemple même une personne comme Milton Friedman, qui disait en fait que il disait que moi je peux pas m'imposer à l'autre, je peux pas m'engager dans un processus coercitif avec l'autre parce que j'ai aucun moyen de savoir s'il a raison ou si j'ai tort. Et à partir de ce moment-là, c'est toujours cette question de l'information, de l'action humaine. À partir du moment où tu peux pas savoir si l'autre il a raison dans ce qu'il fait et que toi tu as raison dans ce que tu fais, bah tu peux pas en fait empêcher l'autre de vivre, quoi. Et ça c'est super important, quoi.
Et comment t'expliques que la pensée marxiste et collectiviste a eu tant d'emprise sur nous et a été si bien accueillie quasiment partout dans le monde? Est-ce que c'est parce que il y a une majorité au final de personnes qui se laissent faire et qu'en fait c'est souvent ces personnes, cette petite minorité qui est très active, qui est poussée par un projet quasiment divin et qui en fait finit par choper le pouvoir et l'appliquer ou c'est parce qu'au final c'est à des moments moi je l'analyse et je me dis ça se trouve en fait c'est juste les gens ils aiment ça et puis ils le voulaient ou est-ce qu'au final c'est plus de la passivité? Non, il y a les deux. Il y a les deux. Et encore une fois, tout à l'heure, je citais le livre d'Hayek sur la route de la servitude. Et là, il faut vraiment lire comment lui, il va mettre en avant justement toutes les dynamiques un peu des mouvements collectivistes et totalitaires. Et d'ailleurs, Hannah Arendt aussi en parlait super bien. C'est justement dans comment est-ce qu'un tel mouvement va pouvoir arriver au pouvoir. En fait, tu vas avoir plein de choses qui vont rentrer dans le processus. Donc déjà, par rapport à Hayek, la première des choses, c'est que tu auras forcément un mouvement collectiviste qui va être très dynamique. Même s'il est très, très minoritaire, à partir du moment où il est dynamique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une figure centrale qui va être le chef, la figure de chef, qui est très importante, qui va être assez dynamique, qui va pouvoir haranguer les foules, qui va pouvoir comme ça se faire entendre. Ça, c'est un prophète. Ouais, une sorte de prophète, ouais. Et après, l'une des choses aussi qui est super importante pour Hayek et qui va expliquer justement le succès de ce genre de mouvement collectiviste, c'est le manque d'éducation, d'ignorance en fait dans la population. C'est-à-dire que les individus, et ça, les mouvements collectivistes sont très très forts par rapport à ça, ils vont capitaliser sur le fait que les individus ne connaissent pas l'histoire, qu'ils ne connaissent pas l'économie, qu'ils ne connaissent pas justement l'action humaine, comment les gens fonctionnent dans le processus économique, pour justement leur faire avaler tout et n'importe quoi. Et Hayek, il disait très bien aussi que les mouvements collectivistes sont très très forts en fait pour pervertir les concepts. C'est-à-dire pour prendre les mots, pour leur faire changer le sens et justement pour vendre en fait aux individus une vision totalement pervertie de la réalité qui va correspondre à ce que le mouvement lui-même souhaite. Par exemple, pour donner un exemple, Hayek il disait très bien que pour les mouvements collectivistes, le premier mot, le premier concept qui est tout le temps perverti, c'est la liberté. Parce que la liberté, quand tu prends ce que va pouvoir dire par exemple un libéral ou un économiste autrichien, on va te dire en fait que la liberté ne peut être exercée qu'à titre individuel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'action humaine, l'individu c'est toujours la base du processus économique pour un libéral et un autrichien, et justement cette liberté ne peut se passer qu'à ce moment-là. Et la liberté pour un autrichien, c'est tout simplement faire ce que tu veux avec ce que tu as, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Et par exemple, un collectiviste va te vendre l'idée de la liberté collective. C'est-à-dire que toi, individu, t'as pas besoin d'être libre. Le collectif peut être libre. Sauf que c'est pas la liberté, quoi, parce que la liberté ne peut pas s'exercer dans un cadre collectif, quoi. T'as d'autres principes comme ça qui vont être totalement pervertis. La propriété privée, par exemple. On va dire la propriété privée, c'est bien, mais par exemple pas pour ce genre de population, toi. Enfin, par exemple, ça c'est Hayek, on parle aussi très bien avec le nazisme, quoi, où la propriété privée, elle était garantie, sauf si t'étais juif, sauf si t'étais si t'étais dans un pays qu'on voulait aryaniser, et du coup, si t'étais pas aryen, on garantit la propriété privée, mais pas pour toi. Et encore une fois, un Autrichien te dira que la propriété privée, elle n'est uniquement valable que si elle est exercée à titre individuel. Et si dans une société, tous les individus ne peuvent pas bénéficier de leur propriété privée à titre individuel, il n'y a pas de propriété privée en fait qui existe. Il y a aussi une autre verticale au niveau de la propriété privée, c'est que c'est par type de personnes qui ont le droit, mais aussi par type de biens. C'est qu'ils vont te dire que par exemple les biens de consommation, on a le droit d'avoir une propriété privée parce que j'achète une pomme, j'ai le droit de la manger, mais dans le cas des moyens de production, etc., là tu peux pas non plus. Exactement, tu as totalement raison. C'est vrai que la propriété privée peut s'exercer à différents niveaux. C'est la géométrie variable, quoi. C'est la géométrie variable, tout à fait. Et une dernière chose aussi qu'Hayek disait pour justement expliquer comment les mouvements collectivistes en fait ils fonctionnent bien. Donc déjà, il va parler justement de la perversion des concepts, la crédulité, l'ignorance des individus qui sont pas forcément éduqués sur ces questions-là. Et il va aussi parler d'une chose qui est essentielle, c'est la bassesse en fait des émotions humaines, la faiblesse en fait tout simplement des individus qui vont en fait plus ressentir que penser, et ils vont tout simplement suivre comme ça ces leaders d'opinion parce que du coup, ils vont te persuader qu'en effet, ce sont les riches qui sont les méchants, c'est le libéral qui est égoïste, qui est méchant, etc. Et en fait, on va tout simplement jouer sur la faiblesse humaine, en fait, ce qui fait que les gens sont
son bas, grosso modo, hein, Hayek qui parlait de bassesse, hein, et on va jouer sur cette corde-là pour justement faire avancer l'agenda politique, mais uniquement sur des émotions négatives. Et Hayek d'ailleurs, il disait ça franchement brillamment, quoi. C'est vraiment enlever le maximum de raison, mettre le maximum de pathos, de ressenti dans le processus. Et il va même aussi expliquer comment les mouvements collectivistes, entre eux, en interne, comment ils évoluent. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, dans ton mouvement communiste, fasciste, nazi, etc., si tu veux évoluer dans l'échelle du mouvement, tu devras forcément être immoral. C'est-à-dire que pour toi, la fin justifie les moyens, ce qui est du coup, on va dire, l'éthique collectiviste. Hein. C'est-à-dire que tu peux te faire toutes les bassesses, toutes les saloperies que tu veux, tant que ça justifie la fin, c'est parfait. Par contre, pour un libéral, un autrichien, c'est totalement contraire à l'éthique individualiste. Hein. La fin ne pourra jamais justifier les moyens. Et ça, c'est vraiment une chose qui est... Comment t'expliques cette maxime qui est arrivée dans le courant collectiviste? Pourquoi la fin justifierait les moyens chez eux? Comment ils le justifient? Parce que tu veux faire le paradis sur Terre. C'est ça. C'est tout simplement ça. Parce que tu penses qu'il faut abolir la propriété privée, tu penses qu'il faut implanter le communisme sur Terre, tu penses que à partir du moment où ta fin, elle est idéalisée, elle est utopique, hein, où tu penses que justement ta pensée, ton système politique, c'est la manière de rendre l'homme heureux. Hein, à partir du moment où ça, c'est ton but, c'est ta fin finale, mais en fait, tout ce qu'il y a entre le maintenant, le présent et l'action dans le futur pour arriver vers cette fin, tous les moyens sont légitimes et entendables, quoi. Un peu comme un mec qui va se faire sauter avec une bombe pour obtenir les 500 c'est ça. Vierges. Oui. À la fin, quand on te promet quelque chose d'utopique, quoi, C'est la quintessence du communisme. Ouais, c'est ça, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche, et c'est malheureux parce que au nom de ça, en fait, tu fais les pires choses, quoi. Tu fais les pires choses, et par exemple, et si on reprend par exemple ce que pourrait dire un libéral, un autrichien, en fait, on va te dire que stop. Ton projet, c'est ton projet. Tu peux pas imposer ton projet aux autres. Hein. Faut juste, en fait, tu restes humble. Fais juste toi ta vie à toi. Planifie ce que toi tu veux faire de ta vie, mais ne va pas justement la fin ne justifie en fait jamais le moyen. C'est-à-dire que tu fais ta vie, tu ne peux pas rentrer dans un processus d'agression de l'autre, dans un processus de spoliation de sa propriété privée, de sa liberté individuelle. Tu peux uniquement coopérer avec lui à partir du moment où tu vois en l'autre en fait ton égal. C'est-à-dire une personne qui peut avoir raison ou qui peut avoir tort, et que du coup avec elle tu as tout intérêt à échanger, à mutualiser les connaissances, etc. Et ben en fait tu ne pourras jamais te dire en tant que libéral que je peux en fait utiliser l'autre comme un moyen pour atteindre mes fins. Et ça, c'est totalement contraire à l'éthique autrichienne libérale. Et est-ce que selon toi, aujourd'hui, le marxisme n'a pas muté dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologisme, le wokisme? Est-ce que pour toi, c'est des formes de marxisme déguisées? Ouais, alors c'est vrai que là, ça c'est un sujet qui est super dense en fait. En fait, tous ces grands mouvements dont je parlais tout à l'heure, l'historicisme allemand, la fin du 19e, la manière dont les marxistes voient l'histoire, etc. Donc toujours ce côté où l'individu est toujours influencé par son environnement, et c'est ça en fait qui va faire sa vie. En fait, tu retrouves ce pluralisme méthodologique, cette vision historique, sociale, matérialiste de l'homme, tu la retrouves toujours aujourd'hui dans le milieu universitaire, dans le milieu des chercheurs, sauf qu'on va l'appliquer au sujet actuel. Donc tu auras forcément les logiques de domination par exemple entre les sexes, tu auras toujours ces logiques de domination entre les différentes nationalités, les différentes ethnies, les différentes religions, mais ça va toujours s'inscrire dans un cadre historique, un cadre matérialiste, un cadre socio-culturel. Voilà. Tu auras toujours en fait cette même grille de lecture, et d'un point de vue purement épistémologique, philosophique, politique, c'est la même chose que pouvait te dire un Gustav von Schmoller, donc qui était collectiviste nationaliste prussien de la fin du 19e. Et sauf qu'aujourd'hui, on va faire la même lecture, mais un peu différenciée, mais on va toujours garder cette même vision totalement stérile en fait de l'être humain, quoi, où il n'y a pas d'action humaine, il y a juste des personnes qui sont dans des logiques de domination, dans des logiques de passivité totale de leur vie, quoi. Puis ça rejoint ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est que vu que ça n'a pas vraiment marché sous Marx, il faut se réinventer et avoir une nouvelle narrative, parce qu'aujourd'hui, le discours de juste la lutte des classes et le prolétariat, peut-être que ça ferait moins écho, parce que y a moins de prolétaires qu'à l'époque, grâce au capitalisme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont trouvé... c'est parfait. C'est qu'aujourd'hui, ils ont jamais ramené autant de monde pour faire avancer leur projet que via toutes ces tendances qui sont des tendances collectivistes. Enfin, en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours la vision
en fait, faut contrôler l'homme, quoi. Parce que du coup, on a un projet individuel, que ce soit les luttes des classes, les luttes contre le climat, les luttes contre les inégalités, tel ou tel ou tel ou tel. En fait, t'as toujours le même projet que politique, hein, et t'auras toujours justement la même volonté de te dire en fait que la solution, c'est toujours en fait de contraindre l'individu à agir de telle ou telle manière, quoi. Et en effet, quand tu prends, et ça c'est, certains en parlent beaucoup, c'est vrai que quand tu grattes un peu l'écologisme, etc., bah tu peux dire il y a du rouge en dessous, quoi. C'est un peu la pastèque, quoi, sous le vert, le rouge, parce qu'en fait le projet par exemple décroissant ne peut se faire qu'en contrôlant les individus et en les contraignant à ne pas mener leur vie, leur action humaine, leur liberté telle qu'ils souhaitent, quoi. Et ça c'est totalement contraire à ce qu'est l'homme, parce que l'homme forcément ira toujours de l'avant, il consommera beaucoup plus d'énergie, hein, c'est l'entropie, hein. Et quand tu veux essayer de contraindre ça, donc à imposer une décroissance, donc une sorte de mise en pause de l'être humain, ou même une régression de ce que fait l'homme, bah du coup ça peut se faire uniquement avec la coercition. Ouais, mais c'est totalement ça. Et pour ça, je vous redirige vers une vidéo qu'on a fait avec Pierre Noisa. Justement, tu citais l'entropie, on a fait une longue vidéo sur le sujet où il nous explique que justement on respecte pas un des principes de la thermodynamique, l'homme étant une structure dissipative. Si on veut arrêter ça, bah faut tuer les gens. Bah c'est ça, ouais, mais c'est totalement ça, ouais. C'est là, ouais, voilà. Totalement. Ouais. Ça va assez rapidement et c'est une approche vraiment, pour le coup, scientifique, sans vouloir faire du scientisme pour autant. Et c'est vraiment très intéressant. Donc après cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Et donc pour revenir sur notre sujet de base, donc qui était l'action humaine et les principes. Du coup, non, justement, on a cité l'axiome de base, qui était l'action humaine, et de ça en découlent donc des principes, suivant une méthodologie que tu peux peut-être déjà nous décrire, donc la méthodologie autrichienne, et quels sont les principes qui découlent de ces axiomes ? Ouais, totalement. Alors c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'axiome de l'action humaine, mais à partir du moment où tu vas avoir cette approche a priori, c'est justement de l'humain, de l'individu, en fait, en économie autrichienne, il y a plusieurs grands principes en fait qui vont en découler totalement naturellement. Par exemple, si tu prends l'action humaine, c'est-à-dire que quand on dit que l'homme agit, donc agit toujours pour améliorer sa situation actuelle pour une situation future qui sera plus satisfaisante pour lui. En fait, déjà, tu inclus aussi la notion de temporalité dans l'action humaine. C'est-à-dire que l'action humaine, elle peut se passer uniquement dans un présent, donc présent actuel, et cette action humaine, elle sera toujours tournée vers le futur. Donc l'action humaine n'est jamais tournée vers le passé. On va jamais essayer de changer le passé, tu vois. Donc il y a une direction de l'action humaine qui va lier présent et futur l'un à l'autre. Et ça, c'est très important parce que déjà en économie, le temps, c'est essentiel, et ça c'est présent de base dans l'action humaine. Par exemple dans l'économie keynésienne, t'as pas cette notion de temps, justement, t'as pas cette notion des détours de production, le temps que ça prend justement de produire, et justement comment aussi l'acteur économique va évaluer le temps et donner un prix au temps quand il va s'engager dans le processus économique. Alors que pour les Autrichiens, le temps est présent de base dans l'action humaine parce que l'action humaine, elle est tournée vers le futur. Et le futur, ce qui est intéressant, c'est que le futur, c'est vaste. Ça veut tout et rien dire. Le futur, ça peut être le futur proche, hein, et ça peut être le futur lointain. Ça peut être dans les 5 prochaines minutes, ou ça peut être dans les 10 prochaines années. Et ce qui est important avec ça, c'est que la notion de temps et de futur, elle est propre à chacun. Donc ça, c'est aussi subjectif. Hein, ça, c'est subjectif, pardon. C'est ce dont parlent les économistes autrichiens. Et ça revient aussi en philosophie, parce qu'on parlait de philosophie tout à l'heure. Quand tu prends un auteur autrichien comme Ludwig von Mises, il adorait, lui, les philosophes français, comme par exemple Henri Bergson, qui sont des philosophes qui ont beaucoup écrit justement sur la notion du temps, la notion de durée, où justement le temps, c'est ce temps linéaire qui est calculable. Donc par exemple, 1 heure, et la durée, en fait, c'est la manière dont l'individu va vivre ce temps. Par exemple, pour toi, 1 heure, 1 heure, ça va passer vite, hein. Bon, ça peut passer très très lentement. Toi, je pense qu'on parle depuis plus d'1 heure. Ça se trouve, pour moi, ça passe très vite, et pour vous, je vous saoule. C'est très lent. Donc, toi, mais ça, c'est la durée. Et du coup, c'est subjectif. Et ça, tu l'as de base dans l'action humaine. Et juste un truc, et c'est aussi lié au fait que, vu que l'économie, en général, on dit c'est la gestion de la rareté, le temps, c'est la ressource la plus rare. Exactement, ouais. Et le temps, justement, c'est la ressource la plus rare qui est disponible dans le marché, parce que elle est rare à plusieurs titres, déjà, parce que le temps humain, le temps humain, c'est-à-dire que le temps de cerveau que les personnes vont allouer dans l'économie, c'est important, parce que c'est ça qui, justement, va permettre aux individus d'innover, d'entreprendre. Et le temps, c'est une donnée qui est inélastique, en fait. C'est-à-dire que toi, tu as une vie, etc. Tu peux vivre plus ou moins longtemps, mais du coup, je pourrais jamais rallonger ta vie, je pourrais jamais, justement, doubler, en fait, ton temps que tu peux faire, que tu peux passer à travailler. Je peux pas, en quelque sorte, faire un doublé d'Alex, hein, pour dire, bah, tu vas bosser 2 fois plus longtemps. Non, ton temps, il est limité, et c'est ça, en fait, qui fait qu'il
qu'il est absolument rare. Et c'est pour ça que dans l'économie, le but de l'économie via la coopération entre les intérêts individuels, et c'est comme ça que si tu peux lire la chose, c'est que le but de l'économie, c'est de maximiser en fait le temps des individus et faire en sorte que le temps d'Alex, le temps de Victor et mon temps à moi soient mis ensemble pour qu'on puisse produire quelque chose de bien, toi. Par exemple, si on était au Moyen-Âge, bah, ça se trouve, on serait en train de cultiver des champs et on n'aurait jamais eu l'occasion, justement, de mettre notre temps en collaboration parce que du coup, on avait d'autres tâches à faire. Mais du coup, par exemple, maintenant, on a la division du travail, on a inventé les moissonneuses batteuses et tout. Et du coup, notre temps à nous, il est libéré pour faire d'autres choses, quoi. Et la notion de temps, elle est essentielle. Et il y a un autre principe en économie autrichienne qui en découle, hein, c'est la préférence temporelle. La préférence temporelle, elle est essentielle parce qu'on en parle beaucoup dans Bitcoin. C'est que la préférence temporelle, encore une fois, elle est toujours tournée vers le futur. Donc, on va dire qu'elle est positive. Enfin, alors je corrige, en fait, elle est positive dans le sens, en fait, elle est toujours tournée vers le présent. C'est-à-dire, elle est toujours tournée vers le futur le plus proche du présent. Et tu peux avoir une préférence temporelle qui est plus ou moins haute, plus ou moins basse. Et en fonction de elle est haute, c'est-à-dire que tu vas avoir une forte valorisation du présent par rapport au futur, et si elle est basse, tu vas valoriser un peu... ça sera plutôt l'inverse. En fait, le futur pour toi n'aura pas... le futur sera tu pourras en fait différer l'utilisation présente des biens pour les différer dans le temps. Et cette notion temporelle, elle est essentielle parce qu'ensuite en économie autrichienne, tu vas pouvoir découler pas mal de choses justement sur l'échange, sur les taux d'intérêt du prix intertemporel du capital. Enfin, tu vas pouvoir en fait découler plein de grands principes autrichiens qui vont en fait inclure cette idée de temps dans l'économique. Et à la base du tout, on en revient toujours à l'axiome de l'action humaine, hein, c'est-à-dire que l'homme agit vers un futur. Et ça, c'est... Tu peux peut-être juste expliquer un peu comment ça se matérialise juste sur le calcul d'un taux d'intérêt, par exemple. Ouais, alors le calcul d'un taux... Alors le calcul, comment est-ce qu'on construit comment un taux d'intérêt est construit, du coup? Ouais, alors c'est un sujet qui est très... Alors le taux d'intérêt, c'est un sujet qui est très intéressant, qui est assez mal compris en économie, mais grosso modo, pour faire assez simple, si tu es dans un système monétaire dur, donc avec une monnaie qui n'est pas manipulée, ok, ça c'est important, on va faire un petit exercice de pensée. C'est dur à imaginer, mais imaginez que voilà, en fait, le taux d'intérêt il va se calculer sur l'épargne qui est disponible en fait dans les dépôts à terme des banques, et l'épargne du coup en économie, c'est tout simplement en fait l'excédent de revenus que tu as sur la consommation. Et quand tu vas épargner, donc l'abondance des dépôts à terme que tu as dans les banques va envoyer en fait un signal aux entrepreneurs s'ils peuvent s'engager ou non dans l'investissement. Parce que quand tu auras des banques qui ont beaucoup de capital monétaire à mettre à disposition des entrepreneurs pour le marché, grosso modo, plus il y aura de capital, plus le prix de ce capital, c'est-à-dire plus l'utilisation que tu vas pouvoir en faire dans l'économie sera bas. C'est-à-dire que les gens, s'ils épargnent maintenant, c'est qu'ils sont prêts en fait à ne pas utiliser l'argent présentement, ils sont prêts à en différer l'utilisation dans le temps. Et c'est comme ça en fait que l'entrepreneur va pouvoir emprunter. Et du coup, quand il va emprunter, il va payer un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt en fait, c'est le prix du temps sur l'épargne. C'est-à-dire que en empruntant à une personne tant de sommes d'argent, il va le compenser justement du fait qu'il ne va pas pouvoir utiliser son épargne présentement, et du coup c'est le taux d'intérêt. Donc c'est le prix en fait qu'on va appeler intertemporel du capital. Et à contrario de ça, en économie, quand tu vas être dans une situation économique où l'épargne dans les banques est très peu disponible, hein, c'est-à-dire que la majorité des revenus sont consommés au lieu d'être épargnés, là ça va envoyer un autre signal aux entrepreneurs, c'est-à-dire que vu qu'on a une rareté de l'épargne dans les dépôts à terme, on aura du coup un prix intertemporel du capital donc qui sera élevé. Et du coup, le taux d'intérêt sera élevé pour compenser ça. Et ça, c'est très important parce que ça envoie des signaux qui sont essentiels au marché, justement sur le prix. Alors là, on parle du prix du capital monétaire dans le temps. Mais c'est absolument vrai sur tout, en fait. Tu peux le retrouver sur le prix des biens, tu peux retrouver ça sur plein de choses. Et ce prix, après, bon, on pourra en parler aussi, mais le prix, c'est un signal qui est très important parce que ça va aiguiller, en fait, la production pour les acteurs économiques. Ouais. Et tout ça, c'est aussi basé sur le fait que le futur est plus incertain que le présent. Exactement, exactement. Tout on à est fait. prêt, on n'est pas... Si aujourd'hui, je te propose une voiture, aujourd'hui ou dans 10 ans, tu l'acceptes. Si je te propose exactement la même voiture, tu l'accepteras aujourd'hui et pas dans 10 ans. La seule raison pour laquelle tu l'accepteras dans 10 ans, c'est moyennant un taux d'intérêt. Exactement, ouais. Un taux d'intérêt, tout à fait. Par exemple, si je te prends ton PC, et je te dis, je te le rends dans 5 minutes, hein, tu vas dire, voilà, à la rigueur, ok, je fais confiance. Bon, voilà. Par exemple, si je te prends ton PC, je te le rends dans 5 ans. Tu vas me dire, j'aimerais bien te compenser en fait, parce que je sais que le PC va se dégrader, etc. Donc tu vas demander une compensation, et cette compensation, ça sera une sorte, par exemple, de taux d'intérêt sur l'utilisation du PC, parce que du coup, tu sais que tu pourras pas utiliser ton bien à toi pendant ces prochaines années, tu vas être compensé par rapport à ça. Et ce qui est super important, et là t'as raison de le dire, c'est que justement, le taux d'intérêt prend justement en compte cette incertitude du futur, et ça, c'est important aussi de le souligner quand tu prends, par exemple, certaines personnes qui vont dire que le taux d'intérêt, c'est quelque chose de mal. C'est-à-dire que
ce sont les personnes qui vont spéculer sur le prix de l'argent, qui vont en fait s'enrichir en ne faisant rien, en spéculant sur le prix intertemporel du capital monétaire. Et par exemple, on voit ça dans l'histoire avec les grandes religions monothéistes, par exemple, où le taux d'intérêt, c'est pas quelque chose de propre, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas demander un taux d'intérêt à ton coreligionnaire parce que du coup tu profites de lui, etc., quoi. Et donc on retrouve ça dans l'islam, on retrouve ça aussi dans la chrétienté. En fait, il y a cette interdiction en fait du taux d'intérêt entre les personnes, parce que en fait une lecture qu'on peut en faire, c'est que, et d'ailleurs certaines religions disent ça, en fait ils font une lecture du taux d'intérêt qui est immoral vis-à-vis de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est parce que quand tu vas en fait vouloir nier ce taux d'intérêt, tu vas en fait te placer dans une autre temporalité qui est pas celle de l'homme, qui est celle en fait du divin en quelque sorte. C'est-à-dire que le temps il n'y a pas d'incertitude au futur, parce que si tu te mets dans la logique déiste un peu intemporelle, le futur est aussi certain que le présent, donc du coup il n'y a pas d'intérêt à avoir un taux d'intérêt sur l'argent que tu as aujourd'hui, parce que tu es sûr de le retrouver. Par contre nous on vit sur Terre, on est des humains, on sommes imprévisibles, libres, faillibles, et du coup forcément, vu que pour nous le futur est incertain, on demande forcément à être compensé, quoi. Et ça c'est une erreur que font les grandes religions. J'en parle parce que je sais que j'avais discuté avec certaines personnes qui font cette lecture-là, comme Anis Lagenev, je crois, qui justement lui est très contre le taux d'intérêt. C'est parce qu'en fait ils ne comprennent pas que le taux d'intérêt c'est pas mauvais en soi, c'est juste le prix du temps, et le prix du temps ça se paye, parce que le temps c'est essentiel en économie. Mais je pense qu'il y a aussi un gros amalgame qui est fait, c'est que si tu l'inscris dans le cadre de notre système monétaire actuel, où aujourd'hui tu peux faire ce qu'ils appellent l'usure, donc toucher un taux d'intérêt, c'est qu'aujourd'hui tu peux l'appliquer sur les banques l'appliquent sur quelque chose qu'elles n'ont pas. Oui. Donc c'est-à-dire que c'est pas la représentation du temps passé d'épargnants ou même de leurs fonds, mais c'est quelque chose d'ex nihilo sur lequel ils font de l'usure. Okay. Et là, dans ce cas-là, je peux les rejoindre sur le fait que là, totalement, c'est nocif. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est que même à Anis Lagenev, il me semble que, je sais pas si dans le cadre d'une monnaie dure, il a le même discours. Mais je sais pas, mais je sais. Après, il défend une monnaie fondante, donc dans tous les cas, il y a quand même une incohérence assez profonde. Mais même dans le cas, moi, des banques comme ça, au final, tant qu'il n'y a pas de sauvetage, oui, je suis d'accord. En fait, on s'en fout. En fait, le problème, c'est quoi ? Elles prennent des risques totalement inconsidérés. Au final, qui sont considérés, parce qu'elles les pondèrent avec le fait que l'État, la Banque centrale et tout va les sauver, donc c'est totalement rationnel comme décision. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, le taux d'intérêt sur un marché libre avec une monnaie non manipulée, c'est un peu la représentation de l'optimisme général. Ouais, c'est ça, bien sûr. Plus il est bas, plus ta société se porte bien d'une certaine façon. C'est facile en fait de mesurer le bonheur. Et exactement, en fait, à partir du moment où tu as une société qui épargne plutôt qu'elle ne consomme, c'est-à-dire qu'elle est prête en fait à différer sa consommation présente pour le futur. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle envoie comme signal aux entrepreneurs ? Elle va envoyer le signal que demain je vais consommer, parce que du coup j'ai une épargne en fait qui est disponible maintenant. Et ça c'est super important, parce que t'as raison de parler en fait de mesure un peu du bonheur, parce que du coup en fait le signal qui est envoyé avec une abondance d'épargne dans les banques et pour les entrepreneurs, c'est que justement dire aux entrepreneurs investissez, essayer de complexifier, d'allonger, de rendre la structure du capital, donc la structure productive en fait de la société, plus performante, c'est-à-dire prenez du temps, essayez de mieux optimiser l'extraction des ressources, le raffinage des ressources, essayez d'améliorer les biens d'équipement, donc les biens justement qui vont participer à la création de biens de consommation. Prenez en fait tout ce temps-là, parce que nous en fait on est prêt à attendre, et on est prêt en fait à différer notre consommation pour justement que la société au global, la civilisation s'améliore, et demain du coup on pourra profiter justement de biens de meilleure qualité à moindre coût, avec l'épargne. À l'inverse de ce que nous dit notre cher Eureka, on a fait une vidéo réaction là-dessus où il décrit l'épargne comme une verrue, un problème de l'économie, un truc qui grossit, et qu'il faut surtout pas. Enfin, faut que ça dégage. Et je trouve ça fou parce que là, on l'a fait en quelques minutes. Dites-nous en commentaire si pour vous ça vous paraît complètement contre-intuitif ce qu'on dit, mais je trouve que ça fait quand même relativement sens. Et qualifier ça de verrue. Surtout que assez intuitivement, genre tu t'es dit, on prend toujours l'exemple de l'île, mais si t'es sur une île, il y a toujours un moment donné où tu veux réduire ton risque en ayant, je sais pas, un stock de graines, un stock de ressources qui te permet, quand t'es dans une situation pas terrible, qu'il y a une tempête, que tous les arbres sont tombés, que tu peux plus avoir de ressources, de pouvoir te nourrir. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que Eureka, lui, il dit pas qu'on ne doit pas avoir de réserve.
c'est qu'en fait, l'individu ne doit pas les administrer. En fait, il faut que tout soit administré centralement. Et, qu'il y ait une assurance internationale. c'est ça, parce qu'il disait, oui, pourquoi les individus devraient gérer leur épargne. En fait, non, pour lui, attends, c'était quoi, il ne devrait même pas recevoir quasiment de salaire. Il devrait juste demander à son entreprise s'ils ont besoin d'une nouvelle voiture, s'ils ont pour les loger. Ah ouais, d'accord. Ouais. En fait, et ça revient à chacun ses moyens, chacun ses besoins. À chacun ses besoins, fois, ses moyens. Bon, vous l'avez, et qui est une espèce de maxime au final marxiste, enfin communiste. Mais on se rend bien compte que si chacun fait comme ça, en fait, t'es incité à avoir de plus en plus de besoins et de moins en moins de moyens. Sauf que si plus personne n'a de moyens, en fait, plus personne peut combler les besoins, parce qu'en fait, tout le monde ne branle rien. Ouais. C'est par exemple, si tu prends un mec comme lui, c'est en fait. Il y a beaucoup de niveaux d'incompréhension en fait, parce que c'est pas uniquement le taux d'intérêt qu'il comprend pas, c'est pas uniquement aussi l'investissement et l'épargne en fait capitaliste qu'il ne comprend pas, c'est aussi même le principe même de monnaie quoi. C'est-à-dire que la monnaie, ça reste un bien dans le marché qui est censé être le reflet de la rareté relative des autres biens, donc une sorte de ratio d'échange. Et la monnaie en tant que bien le plus échangeable, elle permet aux acteurs économiques justement de calculer les prix, de faire l'échange volontaire et d'avoir justement ce système de prix libre sur lequel on peut baser en fait tout le calcul économique. Et la monnaie telle qu'elle, c'est pas un bien qui est censé en fait être imprimé ad nauseam, etc. C'est un bien qui est essentiel, et même d'ailleurs un économiste autrichien te dira ça, c'est une monnaie qui n'est pas consommée, une monnaie qui est épargnée, c'est aussi une monnaie qui est utilisée, parce qu'une monnaie qui est épargnée, c'est une monnaie qui va permettre en fait au marché de se dire que voilà, la monnaie en étant le reflet des biens qui sont disponibles dans le marché, si on a une partie de la monnaie qui est justement thésaurisée, qui est épargnée, justement ça envoie le signal que du coup demain cette monnaie-là, elle sera réinvestie dans l'économie plus tard quoi. Choisir c'est renoncer au final. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis même pas sûr que le mec comprenne pas quand même. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est encore la même phrase, la fin justifie les moyens, et qu'il y a un moment, si tu peux cadrer l'histoire d'une certaine façon pour justifier que en fait la monnaie c'est juste un outil au service de l'État pour collectiviser l'économie, en fait ça marche bien. Exactement. Il répète tout le temps tout ce qu'on veut on peut se le payer, tu sais, le de Keynes. Ça c'est une erreur fondamentale quoi. Déjà en plus Keynes, quand on parlait de l'épargne, Keynes il disait en fait que l'épargne c'était une sorte de relique bourgeoise de l'époque victorienne quoi. C'était quelque chose qui était à abattre absolument, parce que pour Keynes et pour les keynésiens, les néo-keynésiens, ce genre de personnes, en fait, ce qui compte avant tout, c'est la consommation, l'investissement et la dépense publique aussi. En fait, ce qui compte avant tout dans l'économie pour eux, c'est la consommation du capital pour justement allouer le capital dans tel ou tel projet pour justement ensuite s'engager dans le processus économique. Et du coup, ils vont faire la guerre à l'épargne, parce que pour eux, en fait, ils vont parler de l'épargne comme une sorte de capital improductif, un capital qui est en fait qui est dans les banques, qui sert à rien. Alors que du coup, on l'a vu juste avant que ça sert à quelque chose, parce que quand il est dans les banques, il envoie un signal via le taux d'intérêt aux entrepreneurs de marché si c'est le temps ou pas d'investir dans l'économie. Et en fait, eux, ils vont en fait vouloir piloter, et encore une fois, on vient nier l'action humaine. Pour eux, en fait, il faut venir piloter l'investissement. Donc, si on doit faire de l'investissement, il y a absolument aucun intérêt en fait à avoir l'épargne, parce que l'épargne, en fait, on ne comprend pas que l'épargne fixe le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est l'État directement ou la banque centrale qui peut le fixer par les taux directeurs. C'est un peu la manière dont ils voient les choses. Et du coup, en disant ça, ils disent aussi justement que en fait la monnaie, en effet, c'est pas la monnaie pour eux, c'est juste en fait une sorte de décret législatif qui peut en imprimant de la monnaie, ils pensent qu'on peut imprimer aussi les biens équivalents, le nombre de ressources équivalentes, et là ils font une erreur qui est monumentale. Et au final, à vouloir piloter comme ça les investissements, en fait ils en viennent petit à petit à des projets qui sont des fois dystopiques, quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, quand on parle de monnaie qui serait par exemple pilotable jusqu'à devenir expirable, c'est-à-dire qu'on va forcer les individus à consommer la monnaie, à la dépenser, sinon après elle va disparaître. En fait c'est toujours la même lignée on fait pas confiance à l'action humaine, on fait pas confiance à l'individu pour lui-même planifier sa vie, on vient planifier sa vie à sa place, parce qu'on pense que c'est toujours cette hubris en fait de penser qu'on est plus intelligent que la masse, et que du coup en imposant une monnaie qui est programmée, une monnaie qui fait la guerre à l'épargne, une monnaie qui est uniquement là pour être consommée, on pense que c'est comme ça que l'économie fonctionne, alors que c'est un non-sens total quoi. Et je trouve qu'en plus moi il y a une contradiction mais colossale, c'est que généralement ces gens-là sont des écologistes. Dans le cas de Eureka, c'est 100% le cas. Et c'est quand même marrant
de revendiquer tout un système basé sur la consommation, tout en dénonçant la société de consommation, qui est elle-même le produit de cette philosophie. C'est-à-dire que si on avait un système libre, comme tu le décris, basé sur l'épargne, les gens n'arrêteraient pas de consommer, mais en fait l'arbitrage entre la consommation et l'épargne serait beaucoup plus sain. On n'aurait pas cette société qui, eux, ils vont dire de surconsommation. Alors j'aime pas trop ces sur les plus, les machins, mais en tout cas, factuellement, je pense qu'on peut dire que dans une société libre, on consommerait beaucoup moins que ce qu'on consomme aujourd'hui, ou en tout cas de façon beaucoup plus saine. En tout cas, ils n'ont pas du tout le même principe de base que nous. Pour eux, l'activité économique et capitalistique est destructrice de base. Donc en fait, ils partent de cet axiome et construisent le reste. Alors que nous, en fait, on dit non, la propriété privée, les capitalistes sont plutôt là pour conserver leur production, leurs ressources et leur environnement, alors que eux, c'est totalement l'inverse. Donc, en fait, il faut d'abord casser ça. Et donc, tu peux pas construire un système où tu as la propriété de ta monnaie et elle n'est pas influencée. On est des meilleurs écologistes qu'ils sont, en fait. Par rapport à plein de choses, déjà par rapport à la vision que tu as de la monnaie, en effet, qui sert uniquement à la consommation, à l'investissement, et d'ailleurs, tu vas uniquement mesurer la richesse relative des pays via ce genre de métrique, ce qu'on va appeler par exemple le PIB. Qui est une merde. Voilà, exactement. Tu as un très bon article qui est pas sur notre site, mais qui est sur ton Substack sur le sujet que je sur le PIB justement, qui est plutôt en fait une mesure de surconsommation du capital d'une société plutôt que de création de richesses nouvelles. Et quand tu vas voir la monnaie uniquement comme un bien qui est censé être investi, dépensé, consommé, tu vas en fait te mettre dans une mauvaise idée que la richesse en fait elle ne peut fonctionner que comme ça, et tu vas en fait t'en as rien à foutre en fait de faire la distorsion de prix, t'en as rien à foutre de foutre le signal prix pour les investisseurs, tu passes en fait à côté de tout ça, et à partir du moment où tu vas envoyer en fait constamment tout le temps H24 des mauvais signaux au marché en disant que le prix du capital il est artificiellement bas parce que les taux d'intérêt sont bas. Quand tu vas envoyer au marché des faux signaux comme ça sur la monnaie, on va pas pouvoir déjà établir des prix qui sont les vrais prix des biens, des ressources qui sont dans le marché. Donc, du coup en fait les entrepreneurs et tous les acteurs économiques en général, on va mal en fait allouer notre temps et même notre argent dans les biens, et tu vas aussi inciter les entrepreneurs à s'engager dans des détours de production, dans des projets qui sont pas forcément les plus pertinents dans le marché. Et ça c'est super important parce qu'en fait le marché c'est toujours la gestion du temps, la gestion de l'information, la gestion de ressources. Et quand tu vas envoyer les mauvais signaux au marché sur la disponibilité réelle du capital qui est censé être le reflet justement des biens et des ressources dans le marché, tu vas en fait leur dire tu vas les inciter à faire des mauvais choix, et du coup ce mauvais choix c'est quoi? C'est immobiliser du capital et surtout gaspiller en fait du capital. Et ça malheureusement le but de l'économie c'est ça, c'est le coût d'opportunité, c'est l'arbitrage justement sur l'utilisation des ressources, et dans un système où les signaux sont manipulés parce que la monnaie est manipulée, et tu as que des gaspillages quoi. C'est l'exemple le plus flagrant, je pense, c'est la période Covid où on met les taux d'intérêt à 0. Alors que l'économie en tant que telle n'était pas du tout prospère, et on envoie un signal il y a une abondance de capital, utilisez-le et endettez-vous. Sauf que 2 ans après, on remonte les taux d'intérêt à 5%, surtout dans le cas des États-Unis. Donc la hausse la plus fulgurante, même depuis tous les temps. Et là, tu tues les gens en fait. Parce que tu les as incités à s'endetter comme des porcs, et là d'un coup, tu casses tout. Là, et tu crées des distorsions colossales. Et en fait, tout ce qui a été pris et emprunté jusque-là, c'est... tu wipes les débiteurs, quoi. C'est la contraction de la masse monétaire qui te permet de dégager tout ça. C'est aberrant. Et c'est toujours derrière tout ça, on a toujours l'interventionnisme en fait étatique qui est dans tout ça. Et en effet, la période du Covid entre 2020 et 2022, en fait, tu l'as même en France, quand tu vois le nombre de faillites d'entreprises qu'on a eu, qui est relativement bas par rapport à ce que ça aurait dû être réellement. Et en fait, quand tu vois que les mauvais acteurs économiques ont été préservés coûte que coûte, et du coup, tu mets ça en corrélation avec la productivité du travail qu'on a eu en France depuis cette époque-là. Et il y a plein de graphiques qui existent. J'ai fait un tweet là-dessus sur Twitter, où justement, quand tu regardes la productivité réelle du travail aujourd'hui en France par rapport à ce que c'était avant le Covid et par rapport à ce que c'était depuis 2008 ou 2005, en fait, on a un niveau de productivité du travail en France qui est celle de 2012 maintenant. Parce que du coup, en fait, on a manipulé les signaux pour sauver coûte que coûte tout le monde, quoi. Donc,
Et je pense pour finir cette discussion, peut-être qu'on conclut sur du coup les principes économiques et comment on construit quel système politique et économique on construit à partir de tout ce qu'on a cité. Ouais. Ça donne quoi dans la pratique? Parce Ouh. que Dans la pratique, alors dans la pratique, on va essayer de faire concis dans le sens où les marxistes, eux, le projet il est clair, c'est socialisation des moyens de production, révolution du prolétariat, blablabla. Nous, ou en tout cas les Autrichiens, eux, ça donne quoi comme société, comme projet politique à la fin, même si, je préfère le préciser, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Ouais, exactement. Alors ça, c'est un vaste sujet. Mais disons qu'il y a quand même une ligne directrice Ouais. assez claire, je pense. Ouais, alors là, faut vraiment différencier parce que tu as l'économiste autrichien, tu vas avoir ensuite le libertarien, tu vas avoir l'anarcho-capitaliste, etc. Si on prend vraiment ce dont on parle depuis le début, par exemple l'économiste autrichien, lui il va juste te dire que voilà, c'est l'action humaine, c'est l'individualisme méthodologique qu'il faut appliquer à l'économie parce que l'être humain c'est le début et la fin du processus économique. Et en fait, un pur économiste autrichien, il va juste dire ça. Par contre, il va pas prendre de décision politique par rapport à ça, quoi. C'est pour ça, par exemple, Karl Menger, qui est le père de l'économie autrichienne, encore aujourd'hui, tous les historiens qui travaillent sur Karl Menger, on sait même pas de ce qu'il pensait politiquement, en fait. Parce que lui, il décrivait le truc, il s'arrêtait là. C'est-à-dire qu'il commentait pas au-delà de l'économie. Et ça, est-ce qu'il serait pas, du coup, de facto associé à un anarcap? Pas forcément, non, parce que par exemple Menger, c'est comme aussi, ça a été le cas ensuite avec Friedrich Weisser et ça a été le cas aussi avec Eugen von Bonn-Bavard quand les premiers Autrichiens, ils ont tous participé à des échelles assez différentes au gouvernement austro-hongrois de l'époque par exemple. Donc tu vois, ils étaient quand même, ils ont par exemple Bonn-Bavard qui a participé justement à la refonte de la monnaie de l'Empire austro-hongrois. Donc tu vois, il y a quand même une certaine concordance entre tout ça. Okay. Ça restait quand même des universitaires de l'Empire, quoi. Donc ils ont quand même servi l'Empire. Donc ils n'étaient pas véritablement anarcho-capitalistes. Vraiment, là où on va vraiment avoir le shift politique chez les Autrichiens, ça va être à partir de Mises. Donc Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, donc début du XXe siècle, parce que eux, les deux, ils avaient un truc qui ça leur faisait monter les poils sur c'était le socialisme en fait. Eux, ils pouvaient pas saquer les socialistes. Et faut bien les deux, ils pouvaient pas les encadrer, ils pouvaient pas les voir. Ils ont écrit plein de bouquins pour justement démontrer que c'était juste une belle grosse bande de débiles. Ils pouvaient pas aussi saquer les keynésiens qui étaient baladés. Tout ce qui était un peu interventionniste, c'était du socialisme en fait pour eux, et du coup ils se sont longtemps justement engagés contre eux. Par exemple, on a justement cette fameuse anecdote de Mises qui disait que Friedman c'était un socialiste, par exemple, parce que à partir du moment où il voulait faire un petit truc, voilà, c'était déjà trop. Et c'est à partir justement de Mises qu'on va avoir quand même certains économistes autrichiens qui vont faire la passerelle justement dans le politique, et eux, ils vont plutôt être minarchistes. C'est-à-dire que eux, ils vont quand même défendre en fait l'idée d'un État. Un État qui doit être présent pour arbitrer justement les acteurs économiques dans le marché. C'est l'État qui va avoir pour rôle essentiellement le régalien, donc la sécurité intérieure, extérieure et aussi la justice, et qui va... Parce que pour beaucoup, la monnaie fait partie du régalien, mais les Autrichiens ne... Ouais, alors ça, c'est encore une fois, ça c'est différent parce que les Autrichiens et la monnaie, c'est une histoire qui est particulière, mais grosso modo, pour faire simple, si tu prends la ligne autrichienne classique, donc Menger, Mises, Rothbard, c'est l'État noir. Grosso modo, pour eux, il faut juste que la monnaie soit en dehors des mains de l'homme et que ça soit la rareté naturelle en fait qui gère l'émission toute seule de la monnaie. Friedrich Hayek, c'est encore quelque chose d'autre, parce que lui, il va être pour la libre concurrence free banking, libre concurrence des monnaies, et du coup, pourquoi pas, est-ce que les banques émettent elles-mêmes leur propre monnaie, que ce soit le marché qui décide. Donc ça, c'est encore un sujet. Mais le problème, c'est qu'on peut faire un très long tunnel là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment un problème avec la vision de ceux qui défendent les talons or, Rosbach, Soto et compagnie, c'est que il y a une forme de coercition s'ils veulent imposer un étalon or. C'est là où je trouve qu'il y a une contradiction. C'est que celui qui est vraiment cohérent pour moi, c'est Hayek, parce qu'il se dit s'il y a une monnaie de banque libre qui émerge, ils sont pas, il y a pas tellement de contradictions. Est-ce que tu vois, est-ce qu'ils veulent l'imposer ou est-ce qu'ils se disent en fait c'est ce qui va s'imposer de lui-même? Alors c'est justement, eux ils vont plutôt te dire c'est ce qui va s'imposer de lui-même parce que c'est déjà le marché qui avait sélectionné l'or. Donc en fait on revient si eux veulent arrêter les fiat et revenir à l'étalon or, en fait ils vont pas imposer l'étalon or, ils vont juste revenir à ce que le marché avait décidé avant que le gouvernement mette la main sur la monnaie. Et après pour les
Et après, juste pour accrocher le wagon à ce que je disais sur le projet politique des Autrichiens, donc va avoir la génération début du XXe siècle, Friedrich Hayek, qui sont plutôt monarchistes, donc vraiment une intervention limitée du gouvernement aux régaliens, et justement laisser les individus libres d'interagir dans le marché. Et par contre, quand il y a des fraudes, quand il y a des tromperies, c'est justement le rôle de l'État d'arbitrer, de dire hey, lui, dans le marché, il a fait de la merde, etc. C'est en fait, grosso modo, c'est un peu l'image d'un match de foot. Hein. C'est-à-dire que l'État, c'est l'arbitre. Par contre, il va laisser jouer les joueurs quoi. Ce qui est totalement différent d'une vision interventionniste où là, tu vas commencer à avoir l'arbitre qui va vouloir jouer au foot avec les joueurs. Donc, ça va déséquilibrer les équipes, ça va créer une perturbation des signaux chez les joueurs parce que du coup, on ne sait pas si l'arbitre il est avec nous ou s'il est contre nous. Enfin, c'est comme ça qu'on peut véritablement voir la chose. Et par exemple, la vision anarcho-capitaliste, c'est dire l'arbitre. Il n'y a plus d'arbitre. Là, c'est problématique pour plusieurs choses. Mais grosso modo, non, c'est plutôt que l'arbitre n'est pas imposé. C'est que les joueurs qui choisissent l'arbitre. C'est les deux équipes qui se mettent d'accord sur un arbitre. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que les deux équipes vont se mettre plutôt d'accord sur un arbitre. Sinon, c'est un anarchisme de gauche. Oui, voilà. Et non, t'as raison, je suis un peu mauvaise langue, en effet. Dans un monde anarcap, ça serait plutôt en effet les joueurs qui s'accordent pour sélectionner, alors soit entre eux ou dans le public, la personne qui pense être la personne la plus juste pour être l'arbitre. Hein. Et ça serait eux qui vont la choisir plutôt qu'un arbitre soit choisi par quelqu'un d'autre pour eux. T'as raison. Et après, du coup, après l'époque Mrs. Hayek, qui était plutôt monarchiste, qui avait plutôt cette vision-là de la politique, on va voir moi, ce que j'appelle la dernière génération des économistes autrichiens, qui est Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe, Joseph Salerno, Walter Block, etc. En fait, qui sont, eux, la branche, on va dire, anarcho-capitaliste, en fait, des économistes autrichiens, et qui, eux, vont en fait un peu clôturer l'économie autrichienne, à mon sens, c'est-à-dire qu'ils vont pousser le raisonnement de l'économie autrichienne jusqu'à sa conclusion finale. Sa conclusion finale, c'est que à partir du moment où tu crois en l'action humaine, c'est-à-dire que l'individu va toujours agir de manière à améliorer sa propre situation, et que du coup c'est pour ça qu'on va avoir les institutions spontanées de la propriété privée, de l'échange volontaire, des prix libres, de la libre coopération et du principe de non-agression entre les individus. À partir de ce moment-là, même l'État est plus nécessaire. Et on peut s'engager dans une société avec uniquement des contrats interindividuels, et globalement une société comme ça peut largement fonctionner. On peut aussi baser là-dessus justement la justice, hein, avec le contrat, la sécurité intérieure, et aussi dans un monde anarcho-capitaliste un peu utopique, on aurait aussi du coup pas de problème de sécurité extérieure du coup, parce que du coup les autres aussi auraient beaucoup plus d'avantages à coopérer avec nous que du coup de s'engager dans un processus de prédation par la guerre pour nos ressources quoi. Et du coup c'est un peu ça en fait la grande conclusion un peu logique et politique des idées autrichiennes, c'est qu'au début les premières générations se mouillaient pas, après on commence à tâter le monarchisme, et du coup on arrive en fait à la phase finale qui est l'anarcho-capitalisme. Et par contre pour les Autrichiens, ils sont très, très contre l'interventionnisme étatique. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, ils vont tous s'accorder sur le fait qu'il faut que l'État intervienne absolument pas dans l'économie. Pas du tout, hein, parce que le moins d'interventionnisme, en fait, c'est suffisant pour dérégler le signal-prix. C'est une bonne idée. Exactement. Et du coup, certains Autrichiens vont te dire, en fait, que l'État, il est juste là pour produire la sécurité, ce que Molinari, il appelait la production de la sécurité. C'est-à-dire, justement, protéger, rendre la justice. Hein. Et t'en as d'autres qui vont dire, que justement, même ça, c'est pas, le marché libre le ferait mieux que l'État, quoi. Après, chez les libertariens, t'as tout en fait aujourd'hui. Hein. T'as les anarcapes, t'as les minarchistes. Y a pas une école de pensée dominante politique. Hein. Les anarcapes sont très vocaux, parce que du coup c'est ceux qui gueulent le plus fort et ils sont les plus virulents dans le sens où eux ils ont dès qu'il y a le moindre truc État, ils sont les premiers à sauter sur le machin. Donc du coup on les entend 2 fois plus que les autres. Hein. Mais sinon toi par exemple en France, si tu reprends ce que disait Turgot, c'est Bois-Guilbert ou Frédéric Bastiat par exemple sur la vision qu'avait l'État, ce sont en fait des monarchistes quoi, un peu différents mais ce sont quand même des monarchistes. Oui, il faut le replacer dans le contexte, dans l'époque. Exactement, ouais, tout à fait. Je sais pas si ça répond à la question de... Si, non, c'est bien. Je pense que pour ceux pour visualiser cet aspect de ce que tu disais juste avant, vraiment pas d'État, parce que la moindre intervention peut avoir des effets de bord. Je pense que le meilleur ouvrage, c'est Ce qu'on voit et ce qu'on voit pas de Bastiat, qui est vraiment l'illustration en quelques pages de ce phénomène où, quand on prend une action, quand bien même on a les meilleures intentions du monde, quand même on a tout calculé, on pense savoir un certain effet, on ne peut pas voir ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tous les effets de bord qui vont être impliqués. Exactement. Et ça, c'est... Et ça, c'est... Je pense qu'une fois qu'on a... En fait,
si tout être humain lisait ça, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes. Ouais, moi, c'est un livre qui m'a. Ce qu'on voit pas de Basquiat, des fois j'y pense et ça me fait absolument bader en fait. Parce qu'en fait, tu te dis, il y a tout ce qu'on peut voir autour de nous, dans comment les gens vivent leur vie, comment est-ce qu'on essaie d'allouer le capital et tout. Et en fait, il y a tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qu'on n'a jamais vu et tout ce qu'on ne verra jamais en fait. Et ça fait bader parce qu'en fait, quand tu pars du principe que t'as l'État qui manipule totalement la monnaie, quand on connaît l'importance de la monnaie pour le calcul économique, en fait, on se rend pas compte depuis que l'État a mis la main sur la monnaie en 1914 avec la décorrélation justement des monnaies nationales et de l'or, et à partir du moment où depuis 1914 tous les prix sont manipulés par l'État, on se rend pas compte en fait de toutes les mauvaises allocations du capital qui ont eu lieu au XXe siècle, on se rend pas compte justement de toutes les guerres totales qui ont été financées par la monnaie fiat, la monnaie fiduciaire, on se rend pas compte de tous les signaux prix qui ont mal aiguillé les acteurs économiques. En fait, on se rend pas compte du nombre d'opportunités qu'on a perdues. Et du nombre de morts que ça a fait. Du nombre de morts que ça a fait. On aurait pu aller sur la Lune. Exactement. Et rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi le plus important dans l'économie? C'est le temps humain. Et quand tu vas faire une guerre mondiale, tu vas tuer 60 millions de personnes. C'est tout ce temps humain, toutes ces potentialités qui vont pas exister, tous les descendants que eux auront pu avoir. Que généralement, ceux qui meurent à la guerre, c'est les plus braves. Hein. Exactement. Ouais. Et eux, ils ont pas eu de famille, ils ont pas eu d'enfants. Ça se trouve, on a loupé des grands innovateurs, des grands entrepreneurs. Et en fait, moi, franchement, j'en suis persuadé. C'est que de manière contre-intuitive, quand on voit le monde dans lequel on est aujourd'hui, on pense on n'a pas mal de technologies, on a eu Internet, etc. Et moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que le XXe siècle, c'est un siècle qui a été perdu pour l'humanité. C'est-à-dire qu'on a eu tellement de mauvaises allocations de capital, tellement de morts, tellement de guerres, tellement de merde en fait qui ont été faites à cause de la monnaie qui a été manipulée par l'État, qu'on est passé à côté d'un nombre d'innovations qui étaient juste hallucinants, quoi. Et je suis assez d'accord. Ouais, le XXe siècle est un siècle perdu, contrairement à ce qu'on pourrait. Et puis même, ce qu'on voit pas, je trouve que ça, tu peux presque l'appliquer à toute ta vie. C'est une philosophie de vie, en fait. Tu sais, quand en fait, on te dit de pas juger quelqu'un, en fait, il y a ce que tu vois, la personne, le connard qui vient de mal te parler, mais ce que tu vois pas, c'est tout le reste et tout ce qui est autour. Et je trouve qu'en fait, c'est un principe très très simple, mais que une fois que tu l'as vraiment compris et que tu l'appliques dans ta vie, t'es un peu moins un connard déjà. Ouais, totalement. Et t'es moins prétentieux. Ouais. C'est un peu comme la religion en fait. C'est une sorte de foi en fait. C'est ça. Que le monde est cohérent et que si tu n'y touches pas et que tu le laisses faire les gens, alors ça se passe bien. Totalement. Ouais. Mais on en revient toujours à la même chose, l'action humaine, c'est-à-dire l'action humaine, donc on agit, du coup on vit dans un monde rare, donc on doit arbitrer, on doit faire des coups d'opportunité, et justement le coup d'opportunité c'est ça, c'est la meilleure alternative à laquelle on renonce quand on fait un choix particulier, et toutes ces alternatives elles ont été défaillantes depuis un siècle, quoi. Et c'est voilà, c'est tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on verra jamais. Malheureusement tout ça s'est perdu à jamais, et du coup c'est ça aussi qui est triste, c'est que vu que ce qu'on ne voit pas, c'est inquantifiable. Ouais, c'est ça, on peut pas imaginer. On peut pas mesurer en fait tout ce qu'on a perdu. Et d'ailleurs, ça c'est assez dur parce que quand tu débats avec un socialiste ou un gauchiste, il va te dire oui, mais regarde, il y a Internet, il y a des voitures, il y a machin. Et c'est impossible de lui dire oui, mais en fait, ça se trouve, les voitures, elles auraient pu voler et Internet, on aurait pu le découvrir 50 ans plus tôt. Ouais, c'est ça. Sauf que t'as pas d'argument parce que on le voit pas. Et c'est super dur, mais une fois que je pense que les gens auront compris le principe, après on sera avancé. Mais c'est vrai que c'est super puissant comme argument des gauchistes. Et la plupart des gens, ça peut justifier toutes les situations. Du genre, t'es en France, on te dit ouais, mais regarde, on est bien là. Genre, tu vois, t'es taxé à 60%. Et t'as les 35 heures. Ouais, genre t'as plein d'avantages et tout, genre pourquoi tu voudrais plus, pourquoi tu te contentes pas de ça, Des acquis sociaux. Ouais, c'est ça, genre ouais, c'est ça. Et le problème c'est que ils peuvent pas visualiser ce qu'ils ne voient pas et ce que nous-mêmes on ne voit pas. Ouais, mais là la seule manière dont tu peux le faire en fait, c'est de rentrer dans un exercice de pensée, ce qu'aimaient beaucoup faire les Autrichiens. Ce qui n'est pas capable les gauchistes ne sont pas capables de ce genre d'exercice. Et toi, le Ludwig von Mises, c'est quelqu'un quand tu prends l'action humaine, ça faisait 1000 pages, il y a 0 graphique, c'est que des exercices de pensée pour justement prouver ou disprouver justement certains modèles. Et par exemple, je sais que Saif Dinamous, il a un bouquin qui va sortir ou qui est sorti, je sais plus, sur l'étalon or, où justement, en fait, il part du principe en fait que l'étalon or international classique, qui a débuté en 1870, ne s'est pas arrêté en 1914. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de première guerre mondiale et tout, et en fait tout le XXe siècle on est resté en fait sur un étalon or de monnaie dure, et en fait on se rend compte, j'ai pas lu mais je pense que c'est ce qu'il va dire, en fait on va tous
dans son exercice de pensée, en fait, on capitalise sur toutes les grandes innovations qui sont celles de la fin du 19e, du début du 20e siècle, hein, les télécommunications, l'automobile, l'avion, etc., qui sont que des inventions de l'état noir. Et en fait, on continue sur la même lignée. Et du coup, au final, on arrive en fait à un 20e siècle où le progrès arrive beaucoup plus tôt que notre monde à nous, en fait. Et en face de ça, tu vas avoir des connards qui te disent oui, mais grâce à la guerre, on a inventé Internet et on a fait. Mais non. C'est ce qu'ils voient, mais ce qu'ils voient pas, c'est qu'on l'aurait peut-être inventé plus tôt et dans de meilleures conditions. Exactement. Et pas au péril de centaines de millions de morts. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on a fait une belle discussion. N'hésitez pas à suivre Ulrich, on mettra ton blog, ton compte X, et puis surtout tous les articles qu'on a sur notre site How to Bitcoin, dont tu es quasiment l'auteur de 80%. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, n'hésitez pas à poser des questions, je pense qu'on a été assez large. Abonnez-vous. En plus, t'as aussi une chaîne YouTube maintenant, t'as un podcast. Ouais, j'ai un podcast. Ouais, on le mettra peut-être dans le titre, carrément, comme ça au moins les gens peuvent cliquer. Super. Puis à la prochaine. Salut. Merci.